Il y a beaucoup de gens qui font de l'événementiel, mais il y a très peu de vrais professionnels. Je ne suis pas fait pour l'événementiel, mais vraiment, oui, les gens gérer les hyper choses de tendus, dernière minute, là, non. c'est la plus grande peur. C'est un métier stressant. Comment tu définirais, toi, en tant qu'experte, la communication politique pour quelqu'un, en tout cas pour mes abonnés qui voudraient comprendre? La communication politique est le moyen par lequel on se fait aimer, on se fait choisir, on se fait adopter en tant que femme ou homme politique vis-à-vis d'une certaine population. C'est un peu du maquillage. Oui, ça peut être de la manipulation, ça peut être de la démagogie. Oui. La communication est à la fois une science et un art. Faire appel à une discipline scientifique nécessite un esprit artistique. Aujourd'hui, avec l'évolution du tout digital, avec la totale fluidité de l'information et l'avènement de l'intelligence artificielle qui réfléchit à notre place, ce qui est un danger, on risque de perdre à la fois le sens de l'art et celui de la science. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine Roland, professionnelle du marketing et de la communication stratégique et directrice associée de l'agence AOS Africa. Depuis plus de 20 ans, elle évolue dans l'univers de la publicité, de la communication politique et de la stratégie de marque en Afrique francophone. En 2009, elle cofonde AOS Africa, une agence de communication intégrée qui accompagne aujourd'hui entreprises et institutions dans plus de 10 pays du continent. Engagée également pour le leadership féminin, elle est à l'initiative du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, plus connu sous le nom de FEF. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours et sa vision de la communication en Afrique. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Sandrine. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Tu m'envoies de très bonnes vibrations avec le rose que tu as porté. Plaisir. Ça t'illumine, tu es radieuse. Prends. Et je voulais te demander, Oui. tu as écouté ton introduction. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ma gestuelle? Toi qui es une experte en communication, avec des années d'expérience, je suis sûre que tu m'as décortiqué. Pendant que je parlais, je stressais comme ça, j'étais là. Non, juste Qu'est-ce un que petit peu. ma grande sœur va dire? Comme elle va débriefer ma posture et tout et tout. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bonne posture. C'est quelque chose que tu fais de manière répétitive. Donc, tu as des étapes, c'est des mécanismes. Donc, c'était bien. Peut-être un peu trop fort sur certains aspects. Oh, j'ai Je beaucoup pense que d'énergie ça je t'aide dois à contrôler. marquer les points. Mais voilà, c'était bien. Si la bosse a parlé, c'est que j'ai gagné. Et bien sûr, j'ai gagné aussi. J'espère que j'ai gagné vos cœurs depuis tous ces épisodes et toutes ces saisons. Donc, on est à la 3e saison, des choses à dire. J'espère que j'ai gagné aussi votre cœur et que mes invités aussi ont gagné votre cœur. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour cet épisode 64 avec une ponte de la communication en Côte d'Ivoire qui exerce depuis de nombreuses années. Pour moi, c'est un honneur de la recevoir. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Je sais que tu ne t'exprimes pas beaucoup dans les podcasts. Ça doit Non, être du l'une tout. des premières, en tout cas. Oui, effectivement. Et bien sûr, j'ai l'exclusivité, évidemment. Alors, AOS Africa Oui. existe depuis 2009. Oui. Et aujourd'hui, cette agence est présente donc dans le paysage de toutes les agences de communication un peu partout en Côte d'Ivoire, mais aussi surtout à l'extérieur du pays, dans la sous-région ouest africaine. Comment tu décrirais AOS Africa? AOS Africa, c'est, je dirais, c'est le premier bébé, on va dire, du couple Roland. Je pense que c'est une bonne image. C'est quelque chose qu'on a pensé il y a vraiment très, très longtemps, depuis les années 1990, et qui était d'abord un projet scolaire. Oui, oui. Un projet scolaire? Oui, un projet scolaire à l'université, donc. Il nous avait été demandé dans un cours que nous sommes organisés pour prendre ensemble. En fait, il faut que je rappelle, c'est Sandrine Roland, donc Madame Roland. Oui. Elle est associée à son mari, Christian Roland. Donc, ils sont deux légendes de la communication en Côte d'Ivoire. Merci, Edith. Et donc, ils se sont connus sur les bancs de l'université au Canada. Ah non, c'est connu avant. Avant? Ah oui, on s'est Ah oui, connus explique alors.
Bon, on était au lycée ensemble. Ah, moi, je pensais que c'était seulement à l'université. Ah non, du tout. Ah là On là! a même découvert après, au moment où on s'est mariés, que nos parents nous ont révélé qu'on avait fait la maternelle ensemble. Mais ça, on ne le savait pas, bien sûr. Je ne te rappelle pas. Attends. Ah, je te promets. C'est vraiment une histoire très bizarre. Ça peut faire une émission. Hein. Ah, mais dis donc! Voilà, donc on était amis au lycée. Uh-huh. Au lycée, dans Juste quel lycée? amis, on était à Mermoz, À sans faire Mermoz. de pub. Ok. On était juste amis, je précise. Uh-huh. Oui, oui, au Amis, début, bon, voilà, on est amis. voilà. Après, bon, il y a eu des petits trucs et on se retrouve à l'université. Là aussi, sans savoir l'un et l'autre que nous sommes dans la même zone. Ah oui, parce qu'il est parti au Canada, moi je suis partie au Canada, mais on ne s'est pas dit qu'on partait, Ok. qu'on s'est retrouvés là-bas. Donc, vous ne vous êtes pas dit que Oui. vous partiez au Canada chacun. Non. Après le bac, chacun allait de son côté. Oui, voilà, on s'est séparés. Quand tu dis vous étiez amis, c'est gens amis comme ça, ouais, bon. Oui, on était Vite amis fait. comme ça d'abord. Uh-huh. Et on parlait beaucoup à l'école, on s'appréciait. Ok. Voilà. Et après, pendant les vacances, bon, il y a eu des petits développements, mais sans plus. D'accord. Vraiment sans plus. Les petites. J'insiste. Et donc, on se voit plus. Lui, il part. Moi, je suis partie beaucoup plus tard parce qu'en Amérique du Nord, on a l'opportunité de commencer soit en septembre, soit en janvier. Donc, lui, il est parti en septembre. Moi, je suis partie en janvier. Donc, vraiment, on ne savait pas. Non, on est en quelle année comme ça, quand vous partez? On est en 1992. Voilà, fin 92, début 93. Ok. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve au Canada, étant donné qu'il fait très froid. Surtout qu'il fait très froid. On descend sur du moins 10, moins 20. Moins 30, moins 40. Moins 30, moins 40. Voilà, donc... voilà, on ne va pas en dire plus, mais bon, donc on a pris un cours ensemble à un moment donné. Et c'était un projet. Il fallait monter une entreprise. C'était un cours de management. Donc, il fallait monter une entreprise. Et donc, on a créé cette entreprise. Là, vous étiez dans quelle filière là-bas? Marketing, communication pour moi. Lui, il était en marketing, système d'information. Donc, on a la possibilité aussi de choisir des cours et il y a certaines matières qui convergent. Donc, on s'est retrouvés dans un cours ensemble, ce qui était bien parce que du coup, on était devenus très proches. Forcément. Et puis le froid canadien. N'est-ce pas, aidant? Et donc, on prend le cours et on fait ce projet d'une entreprise qui s'appelle Afri Omega Service. Afri Omega Service. Okay. Voilà. C'est ça qui ensuite est resté dans les annales. Et puis, à un moment de notre parcours, lui, il avait commencé directement en tant qu'entrepreneur. Moi, j'avais quand même voulu venir travailler, bâtir une carrière, servir dans des entreprises aussi. Et donc, on se rejoint un moment dans l'entrepreneuriat. On a le projet qu'on avait en gestation depuis très longtemps. Et donc, c'est là que naît l'entreprise. Donc, c'est notre premier bébé. C'est une entreprise qui vraiment a pour ambition d'accompagner des marques, que ce soit des marques, des personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des institutions, qui a pour ambition de les accompagner à bâtir une image qui rencontre les atteintes des cibles. Ils ont des cibles, ils ont des marchés qu'ils visent. Nous, on veut les accompagner dans leur réussite. Voilà. Donc, s'ils veulent développer des ventes, s'ils veulent créer une nouvelle identité, s'ils veulent devenir marque préférée, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à réfléchir à comment incarner une excellence africaine. Ouais. D'accord? Et on s'assoit à la faveur des différentes crises que nos pays de présence ont traversées, que ce soit Côte d'Ivoire, Burkina Faso et autres, Togo, etc. Tous sont dans des pays qui ont traversé des crises. Et à chaque fois, on se retrouve à la croisée des chemins dans ces pays-là. Et on s'est dit, mais c'est quoi la solution pour l'Afrique finalement? C'est que l'Afrique prenne tellement conscience de son potentiel qu'elle arrive à dépasser les crises. Et c'est quoi le potentiel de l'Afrique? Ce sont ses talents, sa culture, sa jeunesse, son intelligence naturelle, sa compréhension profonde de la vie de l'humain. Et c'est ça que nous décidons de porter. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Oui, nous accompagnons les marques, mais avec cette dimension. C'est pour ça que notre signature, c'est révéler le potentiel de l'Afrique. Nous créons des réponses qui revalorisent l'Afrique, qui montrent que l'Afrique peut réussir. Et ça marche commercialement, ça marche d'un point de vue de perception, de capital, sympathie et tout ça. Donc, actuellement, en termes de portefeuille, globalement, et on va dire même ces dernières années, quels sont les
les clients ou les portefeuilles que vous avez eus qui vous ont le plus marqué dans votre parcours? Toi et Christian. C'est difficile, Edith. Hein? C'est une question très difficile. Je sais que tu n'as pas envie de faire de jaloux, mais pas faire de jaloux. Avoir une idée, tu vois, de ce que vous avez géré. Il n'y a pas de petits clients. Et puis, il y a des fiertés dans tout ce qu'on fait. Ouais. Je dirais que on a des grosses fiertés sur des grands événements qu'on a organisés. Des lancements aussi de marques. Oui, des lancements pour le compte des gouvernements. Il y a des gouvernements qui nous font confiance pour les accompagner dans des projets d'envergure. Il y a aussi des marques, oui, que nous avons lancées, des belles marques que nous avons lancées, que nous avons accompagnées. Yumi Mobile au Cameroun, c'était une très belle expérience. Des campagnes politiques qu'on a remportées. Je ne vais pas citer des noms, mais... Des pays? Oui. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, des belles campagnes qu'on a gagnées à différentes échelles. Mais ces candidats qu'on a accompagnés qui étaient les outsiders. En général, c'était des outsiders. Les outsiders. Quand on accompagne un outsider. C'est un challenge aussi d'accompagner un outsider. C'est énorme parce que c'est très dur. Et qu'il gagne, c'est une très grande fierté. Il y a aussi des fiertés qui sont des campagnes qu'on n'a pas forcément gagnées, mais où on a réussi quelque chose chez ces personnes-là qui se lançaient peut-être pour la première fois ou qui faisaient des retours en politique après des décennies d'absence, qui ont revu leur estime monter. Ça aussi, c'est des fiertés. C'est ça, parce qu'ils se sont transformés aussi de l'intérieur. Ah oui, effectivement, oui. Et il y a ce qu'on appelle nos autoproductions, notamment le FEF, qui est une énorme fierté pour nous. Donc voilà. Le Forum de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Qui se tient chaque année. Depuis combien d'années? Depuis 14 ans. 14 ans. Ah, c'est énorme. Hein. C'est beaucoup. Et il y a eu beaucoup de révélations à ce FEF. Énormément. Beaucoup de figures féminines qui ont été révélées, des entrepreneurs. Oui. Quelles sont celles qui t'ont marqué? Waouh. Alors, on a été les premiers à faire intervenir Madame Tiaglao Philomène. Oui. Dans une conférence. Oui. Une grande entrepreneur. Oui, une grande entrepreneur. C'était extraordinaire. Ouais. On a eu la chance d'avoir la participation sur plusieurs éditions, dont une en personne de Madame Denise Epoté. Oui, qu'on salue. Ça, c'était une très grande fierté aussi. Oui. La première conférence à cœur ouvert de Nash. Oui. Très émotionnelle. La rappeuse Nouchi. Là aussi. Oui, j'étais là, ouais. C'était super, vraiment, je t'embrasse, Nash. Ouais, bisous. Qu'est-ce qu'on a eu au FEF? On a eu beaucoup de choses. On a eu toi. Au premier FEF. Oui, la première édition. FEF. La première édition, ouais. Oui, tu as cru. Oui. Et ça, vraiment, merci beaucoup. Avec Ami, avec Isabelle Moreno, avec ma première conférencière du FEF, celle que je vais vraiment jamais oublier, que je vais toujours remercier, Françoise Remarque. Oui. La ministre de la Culture. Voilà, aujourd'hui, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. On a eu au Burkina Faso la première conférence panel en moré en dioula. Ah ouais. C'était pas en français. Ouais. C'était bien extraordinaire. Oui. Avec des dames tout simplement inspirantes. Comme quoi, voilà, c'est pas parce qu'on parle pas français que c'était super. Briser la barrière des langues. Ah oui, c'était super. Promouvoir nos langues locales. C'était vraiment extraordinaire. On a fait aussi les talks du FEF. Et on a fait un talk assez précieux sur les violences. Oui. Les violences faites aux femmes. Important. À l'époque, c'était un sujet délicat. Il y a longtemps, hein. Je ne sais plus, c'était il y a presque 8 ans, 6 ans. C'était un sujet délicat. Ouais. On a réussi à le faire. Ça aussi, c'était très bien. Donc voilà. Beaucoup de réussite. Ça, le FEF, c'est ça. Vraiment très contente. Et je salue toutes ces dames extraordinaires. On les salue Patricia également. Zundi, Mariam Daougabala, voilà, Malado Kaba, voilà. Des femmes qui évoluent dans différentes sphères de notre société, que ce soit dans l'administration, dans le privé, dans le politique, dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, dans l'agriculture et tout. Ouais. C'est vraiment une belle plateforme de mise en valeur et de révélation de ces femmes qui peuvent se retrouver, surtout avec des jeunes filles
qu'elles inspirent et à qui elles peuvent parler et à qui elles peuvent transmettre. En tout cas, bravo et félicitations. Merci. Et bien sûr, je vous invite pour l'année 2026 à participer à cette édition du FEF, auquel je participe également chaque année. Toujours. Mais pour ça, pour toutes ces réussites, ces challenges, parce que gérer des marques, gérer des personnalités, gérer des campagnes électorales et tout, ça demande des équipes. Oui. Des équipes qualifiées. Oui. Aujourd'hui, AOS Africa, c'est combien de personnes? Waouh, AOS Africa, aujourd'hui, on a une trentaine de collaborateurs permanents. Comme tu le sais, nous avons un gros pool de collaborateurs, on va dire temporaires, mais qui sont nos collaborateurs. On n'est pas loin de 1200. Ah ouais, c'est énorme. Parce que dans tous les pays, faut savoir qu'on a des staffs, par exemple, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans plusieurs régions du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon. 1200 personnes, c'est une multinationale. En temporaire. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pour nous à temps plein. C'est ça, exactement. Mais on les fait travailler. Voilà. Donc, ils sont fidélisés, ils sont formés. Aujourd'hui, AOS, je dirais, c'est une famille, mais c'est quand même une école. Oui. C'est une école. C'est vrai qu'on forme énormément. On forme énormément et on est fiers de vraiment créer des talents dans notre industrie, de pousser des gens, de révéler des graines. Et ça, c'est une de nos très grandes fiertés. Quels sont les types de profils qu'on retrouve au sein de AOS Africa? Je pense que en regardant ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, je dirais des personnes qui ont envie de changer les choses. Oui. Voilà. À AOS, on ne cherche pas forcément des gros diplômes ou des expériences kilométriques, non. Mais des gens qui ont du talent, quel que soit leur âge. On privilégie les jeunes, bien évidemment, mais on n'a pas de souci à prendre des personnes plus âgées. Simplement qu'ils aient dans les tripes la volonté de marquer leur temps et de faire bouger les lignes. Ça, oui, ça nous touche. Beaucoup de rigueur aussi. On cherche des personnes rigoureuses, des personnes travailleuses. Tu le sais, c'est un métier qui demande vraiment de l'abnégation au travail. Donc, on cherche des bosseurs, des bosseuses. Voilà, donc c'est le profil, je dirais, pour ceux que ça intéresse. Pourquoi pas ne pas postuler à AOS Africa? Faut apprendre. Postuler. Et AOS Africa, c'est aussi de l'événementiel. Beaucoup d'événementiel. Vous êtes des experts. En tout cas, pour l'avoir vu, de l'événementiel. Vous savez que AOS s'est déroulé, on va dire. Globalement, ils sont sur un événement. C'est comme, bon, on va pas dire de la magie, mais en fait, c'est tellement d'années d'expérience qu'ils déroulent. Merci. Merci à toi. Comment, avec Christian, tu as su mêler et communication et ensuite événementiel? Comment on arrive à mettre toute cette logistique en place? Parce que l'événementiel, c'est lourd aussi. En termes de préparation, en termes de gestion des foules, en termes de branding et tout. Surtout quand vous devez gérer tout ce qui est conducteur, même pour l'événement et tout ça. Comment on arrive à gérer au fil de toutes ces années? Écoute, j'ai dit tout à l'heure que c'était une école. C'est aussi une école pour nous. Mais comme on a tellement cette vision de montrer l'excellence africaine, l'événementiel, c'est une vitrine. On voit tout de suite, on touche tout de suite, on sent tout de suite. Et donc, Christian, il a déjà cette expertise-là. C'est quelqu'un vraiment qui est un professionnel de l'événementiel. Moi, je suis stratège, je suis créative. Quand les deux se rencontrent, ça crée cette synergie. Nous avons donc amené nos équipes à rentrer dans cette synergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un événement n'est pas vu seulement comme l'événement lui-même, mais vu comme un média. L'événement porte un message, l'événement reflète une identité et l'événement est aussi un excellent moyen d'incarner ce talent à l'africaine. Et donc, on le regarde vraiment avec beaucoup de minutie. On s'est formé, on a pris le temps de se former, on continue de se former chaque année. On forme nos équipes aussi. Et on intègre des expertises. Tu as travaillé avec nous, tu sais comment ça se passe. AOS, on n'est pas en vase clos. Et on n'a pas l'ambition de tout faire. On travaille avec beaucoup de partenaires dans l'accueil, dans la technique, dans la décoration,
dans la restauration, dans prestataires. le transport, mais on les intègre. Et vraiment, on travaille avec eux en toute transparence. Ouais. Donc, c'est cette dynamique très saine que nous mettons aussi en avant et qui fait que à notre contact, comme nous aussi à leur contact, on se perfectionne. Hein. Le faire aiguisant le faire, Oui. ça donne donc ce qu'on peut voir. On est vraiment très open, très fluide aussi. L'événementiel, c'est beaucoup d'exigences. Oui. C'est beaucoup de suivi des points bloquants, parce que les points bloquants et les imprévus, je pense que ça doit être l'un des plus gros cauchemars de ceux qui travaillent dans l'événementiel. Moi, je ne suis pas fait pour l'événementiel, mais vraiment, gérer les choses de dernière minute, là, c'est la plus grande peur pour ceux qui sont les professionnels de l'événementiel. Oui. Quelles sont les peurs, au-delà de ça, ce que je viens de citer, quelles sont les peurs qui animent un professionnel de l'événementiel quand il est sur un projet? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui se passent en coulisses. Une des questions très importantes qui est très stressante pour nous, c'est celle de la sécurité. Oui. On ne se rend pas compte, mais le nombre de vols qu'il y a dans les événements. Je ne vais pas citer un hôtel, mais bon, à la une d'un journal, ça a été marqué comme ça, des ordinateurs portables volés dans un hôtel et tout. C'était pendant un événement. Ça fait peur parce qu'on peut te voler du matériel. Ah ouais. On peut te voler du matériel. Il y a le volet agression. Ah ouais. Oui, ça existe. Ça, c'est aussi pendant les concerts et autres. Oui, donc la gestion de flux, les bousculades. Il y a aussi un aspect qu'on ne voit pas, les tracas alimentaires. Ah ouais. Mais oui, il faut avoir le respect de la chaîne du froid, quand est-ce que les plats sortent, comment est-ce que c'est géré, l'hygiène, la sécurité sanitaire, la prise en charge. Ça, c'est sans compter tous les autres risques. Un gros stress, par exemple, pendant les événements sous nos cieux, c'est le risque électrique. Pas seulement celui des coupures, mais quelque chose peut prendre feu. Ah ouais. C'est une panoplie de stress. Le retard. Vous faites un événement avec des personnalités. Est-ce que tout le monde vient à l'heure? Comment il faut ajuster les conducteurs quand il y a des décalages? C'est du détail, mais tellement que ça ne dépend pas de vous seul. Ça crée... Donc, il y a une amplitude de stress. Le professionnel de l'événementiel, l'expérience, la rigueur, quand on a durci le cuir, on arrive à réduire cette amplitude, mais elle existe. Il faut savoir faire avec. Il faut savoir avoir des plans B, des plans C, des plans D, des plans E. C'est que, par exemple, l'endroit où vous devez faire votre événement, à 2 jours, 3 jours de l'événement, il est réquisitionné. Ça nous est déjà arrivé. Il faut changer le lieu, donc il faut avoir un plan B. Alors que vous avez communiqué. On a communiqué, on a tout placé. Oui, donc on a déjà eu à faire ça. Donc à rediriger des gens, à les transporter. On a déjà eu le cas où, pour un événement de plus de 1000 personnes, toute la mise en place est faite et sans que la météo n'ait laissé entrevoir, il y a un orage violent. C'est pas vrai. Et là, on est en extérieur. Qui commence le matin, tout s'est envolé pendant la nuit. C'est pas vrai. Et ça nous est déjà arrivé. Ah! Comment gère ça? Il faut tout remettre en place. Il faut avoir des équipes d'astreinte. Il faut prévoir. Sur certains événements, ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir du matériel qui se dégrade. Bah oui, quelqu'un qui passe là avec les fils qui traînent. Une bâchée qui transporte des bouts de fer. Il te raye une bâche. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien, on a appris que maintenant, il fallait faire en double. Donc, sur certains événements, on produit en double. Ah ouais. Ça s'acquiert au fil des années. Hein. Mais c'est un métier stressant. D'ailleurs, les Américains classent les métiers de l'événementiel et de la communication comme le 2e métier le plus stressant après les pompiers. Après les pompiers. Après les pompiers. Donc, les métiers de l'événementiel et les métiers de la communication sont les 2e métiers les plus stressants après ceux des pompiers. C'est extrêmement stressant. C'est mais j'ai vu ça stressant. Mais l'événementiel, vraiment, ça, c'est une autre amplitude. Oui, vous pouvez faire toutes vos vérifications et tout. Et pendant que votre orateur principal est au micro, il y a un problème de son. Oui, ça, c'est... Parce que nous qui sommes dans le public, qui sommes assis, et puis bon, il y a forcément les clients qui ont payé pour l'événement. Mais oui. Et puis, ça commence à grailler, à faire du bruit, à zailler, comme on dit, Bien et sûr. tout. Et puis, tu es là, comme ça, dit, où? Oui. Et puis, la technique n'arrive pas à suivre. Oui.
Ah ouais. Vous servez un repas, vous avez fait tout votre menu, les gens arrivent et vous vous rendez compte qu'il y a 4 VVIP qui sont végétariens. Ah ouais. Ben, il fallait prévoir. 4 VIP, il fallait prévoir. Ah ouais. Tout ça, on a vécu tout ça. Et puis même au-delà de ça, les événements où il y a des étrangers qui arrivent. Oui. Il faut les gérer depuis... Oui, nous, on les gère depuis le... Il y a beaucoup d'événements sur lesquels on gère des VVIP depuis le point de départ. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui vont prendre l'avion à Vienne ou à New York ou à Dubaï. Nous, on les gère depuis le point de départ parce qu'on a ce service. Donc, on les gère, il faut qu'ils arrivent. Il faut qu'ils soient bien accueillis. L'accueil aéroportuaire, il y a un moment où ça ne dépend pas de nous. Oui, exactement. Ils peuvent tomber sur quelqu'un qui n'est pas bien. Ouais. Donc, en général, nos personnalités, nous les prenons à l'avion. Voilà, on les prend à l'avion, mais ce n'est pas toujours. Ouais. Ça ne dépend pas de nous. Un bris sur une valise, quelqu'un arrive, son bagage n'est pas arrivé. Mais les valises mettent 2 heures à sortir. Tout ça ne dépend pas forcément de nous. Ouais. Mais c'est un VVIP. Donc, il faut gérer. Et puis, il y a les humeurs aussi. Ah oui, ça, les caractères et les humeurs. On a géré des humeurs. Hein. On gère des artistes internationaux de très, très haut calibre et on gère leurs humeurs. On gère leurs caprices. On gère leurs sautes d'humeur. On a fait tout ça dans notre carrière. Et avec le sourire, parce que franchement, je me demande comment on arrive à s'oxygéner. Parce que imagine, tu as peut-être 2 événements de gros calibre comme ça dans le mois. Ou en même temps, ça nous est déjà arrivé aussi. En même temps. En simultané, oui. Ah oui. Donc, vous déployez vos équipes dans 2 événements simultanés. Oui, on peut avoir une Rihanna à gauche et un chef de l'État à droite. Et on gère. On gère des fois en simultané dans 2 pays, 3 pays. On le fait, oui. Mais ça, c'est l'expérience. L'expérience, ouais. C'est aussi la volonté, quelque part, comme je dis toujours, de montrer qu'on peut le faire. Oui. Je ne vous dis pas combien de fois je me suis retrouvée dans certains pays que je n'ai pas cités et on dit « Ah, mais ça se fait en Afrique ». Des questions très absurdes. C'est un peu raciste aussi, d'une certaine manière. Il y a une perception. Je dis « Mais on le fait même mieux qu'ailleurs. Ouais. » Ah là, je réponds. On n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. On le fait même mieux qu'ailleurs. Ouais. Ah oui, parce que chez nous, il y a la chaleur humaine. Ouais. Il y a la volonté de recevoir. Et ça, dans l'événementiel, c'est une qualité. Ouais. Oui. Quels sont les métiers de l'événementiel? Parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, on voit l'accueil, on voit les machinistes, ceux qui soulèvent les câbles. Oui. Quand tu vois comment le podium il est monté, tu te dis, ça c'est du boulot. Quand tu vois tous les câbles branchés et tout ça. C'est du travail. C'est du travail, comme ils font et tout ça. C'est quoi les métiers principaux, même les électriciens, c'est quoi les métiers principaux de l'événementiel? Il y a beaucoup de métiers dans l'événementiel. C'est une profession très noble. Il y a, donc, comme tu le disais, l'accueil, qui sont des personnes hautement stratégiques. Oui. Pour faire l'accueil, il faut être vraiment... il faut être profondément humain et profondément professionnel en même temps. Parce que des fois, le professionnalisme aigu exige d'être un peu froid. Oui. Et bien, dans l'accueil, il faut combiner les deux. L'accueil, il y a tous les métiers qu'on englobe dans la technique. Ça, c'est vaste. Électricité, audiovisuel, lumière, effets spéciaux, logistique, manutention et tout ça. Il y a tout ce qui est du boire et du manger. Okay, ouais. Traiteur, bartender, chef cuisinier, les serveurs. Oui, les serveurs. Il y a tout ça. Il y a tout ce qui est, on va dire, du côté show. Directeur artistique, la création, le concept. Ouais. Les régisseurs, ceux qui gèrent la scène, les stage managers, ceux qui vont faire les castings, parce qu'on fait des castings d'artistes. Ah. Oui, on fait des castings de tout ce qui est animateur, artiste. Donc, il faut des gens qui ont cette sensibilité. Il y a aussi, dans l'événementiel, toujours, le beau, la décoration. Oui, la décoration. La mise en scène, ouais. Tout ça. Il y a le côté fond, le fond de l'événement, le message que l'événement va porter. Donc là, il y a tous ceux qui conçoivent les messages, ceux qui écrivent les discours, ceux qui préparent ce qui va être dans les écrans. C'est une industrie, l'événementiel. C'est une vraie industrie. Il y a des très bons experts de l'événementiel en Côte d'Ivoire, dans la sous-région même Afrique de l'Ouest et centrale.
Et moi, je leur rends un grand hommage. C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Oui. On n'a pas d'heure. On n'a pas de vie pendant C'est un événement. chronophage. Ouais. On oublie de manger. Enfin, c'est chronophage, mais cette satisfaction, cette émotion qu'on a quand on est dans un stade et que tout est lancé, que maintenant ça se joue sous nos yeux et qu'on sait tout ce qu'il y avait derrière. La sueur, la souffrance, Les larmes. les larmes, Les larmes, le les stress. cheveux blancs. Ouais. Voilà. Voilà, c'est une fierté. Et c'est une fierté qu'on arrive à intégrer totalement. Communication, image, stratégie, événements, médias, digital. Là, c'est ça que AOS fait et qui est pour nous une passion, en fait. Est-ce qu'il y a un besoin criard en ressources humaines dans l'événementiel en Côte d'Ivoire? Oui, il y a un besoin. Il y a beaucoup de gens qui font de l'événementiel, Mhm. mais il y a très peu de vrais professionnels. Oui. Donc, il y a un besoin réel. Il y a aussi un besoin de transmission parce qu'il y a des devanciers qui ont besoin de transmettre, Le que ça savoir-faire. continue. Ouais. Mais c'est dur, c'est pas facile du tout. On a une jeunesse qui est souvent impatiente. Mhm. On a un manque d'endurance Oui. dans la constance rigoureuse. Et donc, oui, il y a un besoin. Ça, je ne vais pas mentir, il y a un vrai besoin. Est-ce qu'il y a des écoles qui forment, il y a des formations spécifiques qui regroupent l'ensemble des métiers de l'événementiel dans la sous-région ou ici en Côte d'Ivoire? Comment on Il y fait en a, quand on est oui. jeune, qu'on veut se former Oui. pour rentrer dans un métier de l'événementiel? Il y en a. Il y a des instituts d'enseignement supérieur qui ont commencé à l'intégrer dans leur cursus, mais c'est encore un peu éparpillé. OK. Donc, il faut combiner la formation académique à l'expérience. Mais l'expérience, il faut tomber sur des gens qui vont accepter de vous prendre en stage, Ouais. ce qui est de moins en moins disponible, qui vont accepter de vous former. Ouais. Parce que l'événementiel, c'est aussi un métier qu'on apprend sur le tas. Exactement. Donc ça, il faut combiner les deux. Et puis, je pense qu'il faut avoir un esprit très ouvert parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'être dans un monde digital où il y a des formations quand même en ligne. Ouais. Mais il faut être dédié à cela. Il faut vraiment se consacrer à ça et pouvoir investir soi-même aussi pour acquérir de la compétence. Donc oui, il y a des formations qui existent, mais à la fin, c'est l'intéressé qui va constituer son puzzle pour acquérir une vraie expertise. Oui. Donc, si aujourd'hui, pardon, un jeune qui est débonnaire, qui est débrouillard, qui en veut, il dit, OK, Madame Roland, moi, je ne veux pas que vous me payiez pour mon stage et tout. Je veux venir sur le terrain avec vos équipes pour apprendre. Quand vous avez un événement et tout, je suis prêt et tout, vous pouvez m'utiliser. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Écoute, à AOS, vraiment, on est très ouvert, on prend. Mais on ne prend pas pour prendre. Toute personne qui vient doit apporter quelque chose. Alors, nous, c'est comme ça. Il faut être apporteur de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ce n'est pas forcément de l'expérience en tant que telle. Ce n'est pas forcément, je l'ai dit tout à l'heure, un gros diplôme. Ouais. C'est la volonté de vouloir faire bouger les lignes, ne pas avoir peur du travail. Surtout. Ne pas avoir peur du travail et être un apporteur de solutions. Vous voyez, pouvoir apporter des solutions, tout le monde peut le faire. OK? On est sur un set, la MC va monter bientôt sur scène et on se rend compte que sa jupe tombe. Ouais. OK? Il faut pouvoir être capable tout de suite de brandir une aiguille dans ses os et de pouvoir régler ça. C'est un exemple caricatural que je donne, mais c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. D'accord? Je peux dire aujourd'hui à un de mes collaborateurs, écoute, demain, on a telle personne qui doit prendre la parole, fais-moi un draft de discours. Ou bien donne-moi tes inputs par rapport à ce que la personne doit dire. Je n'aimerais pas que ce stagiaire ou ce collaborateur comme me dise, ah, Madame Roland, je ne sais pas, non. Tu as la capacité de me dire ce que telle personne devrait dire, ne serait-ce que de ce que tu penses instinctivement ou de ce que tu aurais envie que la personne dise. Tu n'es pas obligé d'écrire un texte grandiloquent. Tu peux me faire même une note vocale. Madame Roland, voilà, je pense que ça serait bien d'aborder tel sujet. Personnellement, moi, je me pose des questions par rapport à ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut aborder ça comme ça? Et souvent, je teste mes collaborateurs sur de la com politique. Là, je les teste. Je dis, fais-moi une recherche. OK. Propose-moi quelque chose. Dis-moi ce que tu penses de ça. J'envoie un lien. Je dis, ah, voilà, il y a telle personne qui a fait une sortie hier sur les réseaux sociaux. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien je les ramène à leur propre position. Ils viennent me soumettre quelque chose. Je dis, toi, tu penses que c'est bien ce que tu viens de me soumettre là?
Et la personne doit pouvoir me répondre. Ouais. Donc, je dirais, on est ouvert. Les talents sont bienvenus. Vraiment, venez. C'est le talent qu'on cherche, la volonté de faire bouger les lignes, de changer quelque chose. La volonté aussi de montrer que l'Afrique peut transcender toutes les perceptions qu'on a d'elle. Ça, c'est les pépites qu'on cherche. Et ces pépites-là, nous, on sait les faire mûrir. Et vous les façonnez. Oui. Tu as parlé de communication politique. Oui. On entend beaucoup cette expression. Effectivement. Et bien sûr, à l'aune de tous ces changements, ce dynamisme politique dans nos régions, après un peu d'instabilité aussi. Oui. Comment tu définirais, toi, en tant qu'experte, la communication politique pour quelqu'un, en tout cas pour mes abonnés qui voudraient comprendre? Qu'est-ce que ça apporte, la communication politique? La communication politique, je dirais que c'est un bien. C'est un bien pour la vie de la société et la vie des nations. Pourquoi? Quelqu'un qui veut obtenir des suffrages, quelqu'un qui veut servir la nation, doit être choisi par les personnes qu'il ou elle veut servir. La communication politique vient créer le lien entre l'attente, l'envie, le besoin des populations et la proposition d'un homme ou d'une femme ou d'un groupe ou d'un parti. Donc la communication politique est un bien. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de pression. Okay. C'est un moyen d'obtenir de ces personnes qui souhaitent avoir les suffrages ce que l'on veut. Ça les contraint, ne serait-ce que pendant un temps, à refléter nos attentes et à montrer qu'ils ont la capacité d'y répondre. Si la communication politique reste dans cette dynamique, entre guillemets, vertueuse, elle est pure. Bien évidemment, il y a très peu de choses vertueuses dans le monde, n'est-ce pas, où nous vivons. Et donc, parfois, la communication politique va venir jouer le rôle de poudre de perlimpinpin. Voilà. Un peu embobiner les masses. Un peu de manipulation aussi. Manipuler, leur vendre du rêve et après faire le contraire. Donc, là, pour le coup, ce n'est pas un bien. C'est dans sa vision pure que je dis que la communication politique est un bien. Donc, la communication politique est le moyen par lequel on se fait aimer, on se fait choisir, on se fait adopter en tant que femme ou homme politique vis-à-vis d'une certaine population. Et quels sont les mécanismes que la communication politique met en place pour permettre à un ou une candidate, globalement, d'obtenir la sympathie, en tout cas de son électorat ou de son futur électorat? Quels sont les mécanismes mis en place? Mais surtout, au-delà de ça, parce que bon, c'est un peu du maquillage, des fois, ou pas. Si la personne, effectivement, reflète et effectivement telle qu'elle veut se présenter, comment on met ça en place, en fait, pour accompagner un candidat ou une candidate? C'est délicat, pour la simple et bonne raison que oui, ça peut être de la manipulation, ça peut être de la démagogie, ça peut être du mensonge. Oui, la communication politique a beaucoup de travers. A beaucoup. Alors, il faut se mettre des garde-fous. Là, j'ai parlé de ma conviction personnelle, parce qu'il y a plusieurs écoles. La mienne, c'est que d'abord, je ne travaille pas pour quelqu'un en qui je ne crois pas. C'est mon premier critère. En général, comment ça commence? Il y a toujours une première rencontre en personne. Et lors de cette première rencontre-là, moi, j'écoute beaucoup. D'abord, avant d'arriver, j'ai fait bien évidemment mon profiling, mes recherches, mon introspection. Moi-même, quand je lis cette personne ou que j'écoute cette personne dans les vidéos que j'ai pu trouver d'elle ou dans des audios, qu'est-ce qui résonne en moi? Et le premier contact va venir confirmer cela. Si je ne crois pas en la personne, en général, ça ne va pas plus loin que le premier ou le deuxième rendez-vous. Je ne travaille pas pour quelqu'un en qui je ne crois pas. C'est la première chose. Maintenant, je ne crois pas. Qu'est-ce qui fait que je crois en la personne?
j'ai un premier filtre, la vraie volonté de servir. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément bien, mais qui ont envie de servir leur pays. Oui. OK? La vraie volonté de servir. Ou en tout cas, quand on voit une personne qui est vraiment touchée par des problèmes de la société et qui veut vraiment les résoudre. Ça, oui, pour moi, c'est mon premier critère. Quand tu dis la personne peut ne pas être bien, Oui. mais elle a envie de servir son pays. Ça veut Oui. dire qu'elle peut être de mauvaise moralité. Oui, parce que tout le monde n'est pas sain. Oui, tout le monde n'est pas un Ça ange. n'existe pas, la perfection sous nos cieux. Donc, oui, il y a des gens qui, voilà, sont un peu filous. Ouais. Mais Ils ont vous leurs voyez petits que- cadavres dans leur placard. Oui. Vous voyez que la personne veut vraiment servir son pays et faire quelque chose. Le temps que vous allez passer avec cette personne va peut-être, on ne sait jamais, La sans transformer. prétention aucune, orienter cette personne un peu plus proche du bien Ouais. et un peu plus loin du mal. C'est une mission. Des fois, c'est une mission, Ouais. hein, mais vraiment sans prétention aucune. Hein. Vous allez aussi trouver des gens qui ont un bon cœur. Il y a des gens comme ça Ouais. qui ont vraiment un cœur. Qui sont rêveurs aussi. Souvent, ce sont Idéalistes. des rêveurs. Souvent, ce sont des idéalistes. Hein. Mais ça peut faire des bons politiciens. D'accord. Président Lula, Oui. Ignacio da Silva, par exemple, au Brésil, lui, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Ouais. Il y a des gens comme ça. Et moi, j'ai eu à travailler pour des gens comme ça, qui vraiment, on sent que la personne a un cœur, que la personne porte un fardeau. Ouais. Voilà. Deuxième filtre, donc. Troisième filtre, en général, je vais mettre la notion spirituelle dedans. Oui, ça c'est important aussi. Il faut avoir peur de Dieu. Ouais. Voilà. Il faut avoir Parce qu'il- quand même peur de Il y Dieu. a des gens qui ont les deux premières dimensions, mais qui ne craignent Non, pas ouais. du tout Dieu. Ouais. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut quand même quelqu'un qui a un peu peur de Dieu. Je dis un peu parce que je ne peux pas juger de la santé spirituelle des uns et des C'est autres. ça, hein, exactement. mais qui, voilà, on sent que, bon. Donc, il y a plusieurs critères comme ça. Et enfin, le dernier critère. Et ça, c'est pas c'est pas de la naïveté. Hein. Mais vous savez, quand on voit quelqu'un et quand on voit l'électorat à qui il s'adresse, on sait s'il peut gagner ou pas. Quelqu'un qui peut gagner. Faut une bien expliquer cette élection. partie. Quand on voit quelqu'un puis qu'on voit son Oui, électorat, bien sûr. on sait qu'il peut gagner. Oui. C'est quel genre d'électorat qui fait qu'un candidat peut gagner? La nature de Mais bien sûr, l'électorat. on fait même des élections d'association. Hein. Ouais. On fait tout. Oh, ok. On fait tout. Oui. Mais des fois, vous voyez les membres de l'association, vous voyez la personne qui va être présidente de l'association, la combinaison, comme Ça dirait mon grand frère John Jay, pas. ça ne va pas, ça ne va pas, Ça colle pas. ça prend pas. Et ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ouais. Parce qu'en tant que communicant politique, je peux venir, je vais prendre votre argent. C'est ça. Et puis dire, bon, tu ne vas pas gagner. Je peux aussi vous dire, il y a des chances que tu ne gagnes pas. Il y a une petite chance que tu gagnes, il y a une grande chance que tu perdes, mais tu peux profiter de cette élection pour bâtir un narratif qui va te créer un nouveau positionnement. Ça existe, Oui. on le fait, on le voit sous nos cieux. C'est une entrée, comme une entrée en matière pour ce candidat, Oui, pour se faire connaître. pour bousculer un pour bousculer, échiquier qu'on peut exactement. penser établi. Voilà. Quelqu'un, on dit, bon, ils ne vont même pas faire 5%. Et vous faites 35%. Ouais. Là, vous perturbez. Ça, c'est déjà arrivé. Oui, ça m'est arrivé, même récemment. Vous perturbez certaines certitudes. Ouais. OK. Et il y a l'honneur d'accompagner des candidats. Pas forcément gagnants, pas forcément perdants, mais d'accompagner des personnes qui vous poussent à être meilleurs. Il y a ça aussi. Et ça, je peux vous dire que j'ai beaucoup vécu ça. Des gens au contact desquels on a envie d'être meilleur. Parce qu'on voit les problèmes de la société, on voit les problèmes que ces personnes peuvent résoudre. Et même s'ils ne remportent pas forcément l'élection, ils ont un impact. Parce que la campagne électorale, c'est une rencontre entre quelqu'un et des populations et un électorat. Et au contact de cette personne et cet électorat, il y a des vies qui sont changées. Il y a des belles histoires qu'on peut écrire, qu'on peut raconter. Et ça, moi, ça me pousse à m'améliorer, à grandir plus, pour pouvoir demain être encore plus efficace, plus percutante, mieux les servir. Parce qu'un homme politique qui vous fait confiance, c'est précieux. Ouais. Ah, c'est très précieux. Très, très précieux. Une pour femme la suite. politique qui vous fait confiance, c'est encore plus précieux.
Désolée, les hommes, je suis féministe, hein, c'est pas un secret. Voilà. Forum Oui, de non, c'est l'entreprise. vraiment pas un secret. Je pense que la société, les gouvernements, le monde gagnerait à avoir beaucoup plus de femmes. Mais est-ce que les femmes s'intéressent à la politique? Oui, bien sûr, sauf qu'elles ne se présentent pas. Pourquoi, selon toi, elles ne se présentent pas? Oh, il y a beaucoup de freins. Il y a des freins sociaux, il y a le risque, parce que c'est un risque de s'exposer, de se dévoiler. Ouais. On se livre à la vindicte, on se livre aux gens qui ne vous connaissent pas et qui racontent un peu n'importe Qui quoi connaissent sur mieux vous, votre vie que vous-même. qui vous révèlent même des choses Oui, que des vous, choses vous ne saviez pas, Exactement. n'est-ce pas? Ce que vous mangez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez fait quand vous étiez à l'école, au primaire Oui, et tout. et ils savent tout. malheureusement, Ouais. les femmes souffrent de cela. Parce qu'il y On a de est la dans misogynie, Ah oui, énormément de misogynie, des clichés, du sexisme. oui, de l'exposition. Et il y a aussi les femmes, vous savez, les femmes ont une sagesse, ok, de se lancer, d'investir autant d'argent. Finalement, elle va se demander est-ce que ça vaut la peine? Ouais. Est-ce que je Est-ce vais pas qu'on m'occuper peut de pas ma faire famille? autre chose Oui, exactement. Avec toutes cet ces argent. ressources, Ouais. avec cette partie de ma vie? Est-ce que je vais pas faire autre chose? Donc Est-ce que voilà, ça vaut le coup? il y a tout ça. Parmi tes clients, en tout cas, ceux dont tu as géré la communication politique, Oui. en pourcentage de femmes, tu en as eu combien? Même pas 10%. Ah ouais. 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 J'ai accompagné des grandes dames. Mhm. Ah oui. Je suis tellement fière d'elles. Bon, elles le savent. Hein. Oui. Bon, si elles écoutent ça, elles savent. Elles vont se reconnaître. Je suis très fière. Chacune des candidates féminines que j'ai accompagnées, que ce soit pour les plus hautes fonctions d'un État, que ce soit pour des élections municipales, que ce soit pour des législatives, que ce soit pour de l'associatif, des grandes dames. Ah oui. Des très grandes dames, des femmes d'impact. Tu penses qu'avec elle, tu es passé d'un point A à un point Z Oui. dans la oui, transformation? littéralement, oui. Et des femmes qui ont une vraie contribution, un vrai message, une vraie vision. Ça, j'en suis fière. En tout cas, celles que j'ai accompagnées pour des campagnes, j'en suis fière. Ce sont vraiment des personnes exceptionnelles. Et je pense que, et là, je vais leur passer un petit message. Hein, moi, je pense qu'elles devraient surtout pas baisser les bras. Oui. Continuer. Ne baissez pas les bras. Continuer parce que vous avez quelque chose à apporter vraiment à notre monde et encourager beaucoup plus de femmes. Donc, actuellement, je m'engage auprès de toutes les jeunes filles que la politique intéresse. OK. Voilà. Je m'engage auprès d'elles pour dire, voilà, c'est possible, n'ayez pas peur. De quelle manière tu fais ça? Tu vas dans des universités, des écoles? Non, pour l'instant, je fais du mentorat direct. OK. Voilà. Mais il y aura bientôt la mise en place d'un programme qui va être un peu plus formalisé pour les accompagner. Voilà. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent par fantaisie. Il faut être vraiment sérieux avec son projet. Bien sûr. Voilà. Donc, pour le moment, je préfère le mentorat direct. Une fille de 19 ans, 20 ans, 25, 30 ans qui veut se lancer. Oui. Eh bien, voilà, je fais du mentorat. Donc, comment on fait? Ah, il faut me contacter. Je mets le contact en bas, dans les commentaires, pour celles qui veulent Mais contacter. c'est pas plus de 2 par an. Hein. C'est très sélectif. Ah, c'est très sélectif, donc c'est pas très évident. En tout cas, je vais mettre le numéro de l'assistante de Madame Roland. Si vous vraiment vous voulez vous engager en politique, vous êtes une jeune fille, une jeune femme, 19 ans, 20 ans. Oui. Je vais mettre le contact, mais il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Non, il faut me chercher, oui. Voilà. Il faut me chercher. C'est pour ça que je ne donne pas mon contact. Voilà, donc il faut la chercher. Ah oui, vous il allez faut me la chercher. trouver. Je ne Voilà, suis pas très pas de difficile à contact. trouver. Voilà. Vous allez la trouver. Et si vous avez effectivement les mots qui peuvent la toucher, les arguments qui peuvent la toucher, Tu as tout dit. peut-être vous allez toucher son cœur. Oui, oui, oui. Voilà. Mais il faut qu'elle se lance. Il faut que les femmes se lancent. Ouais. Ah oui, il faut y Beaucoup aller. plus. Oui. Faut sortir de cette peur. C'est vrai que Ouais. rien n'est facile. Ouais. Tout est risqué, Oui. mais il faut accepter. Ah oui, il faut y aller. Et ça vaut le coup. Est-ce que dans tes filtres que tu as donnés Oui. tout de suite, est-ce que tu t'es trompé à certains moments? Est-ce que tes filtres n'ont pas été efficaces à certains moments? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Comment tu as géré ça? Tu t'es dit, ah, zut, merde, je me suis trompée. Oui, ça arrive. Bon, moi, je prie beaucoup, hein, tu le sais. Je prie. Je prie vraiment, je demande à Dieu de résoudre ce problème. Souvent, on tombe sur des gens qui sont vraiment foncièrement mauvais. Oui. On ne le savait pas du tout au début. Ils ont réussi à le masquer. Oui, je réussi à le masquer. Après, bon... Mais on prie à chaque fois, Dieu nous sort de là. La personne même devient cold. Voilà. Elle se réagit refroidit, ne nous relance plus.
On ne relance pas non plus, ça s'arrête là. Tout reste dans le respect, tout reste vraiment dans les bonnes manières de faire les choses à l'africaine. Mhm. Mais, ou bien on peut se retirer aussi. On peut dire, ah vraiment, ça nous est arrivé aussi sur un client. OK. Voilà, où on lui a dit, ah vraiment, on s'excuse. C'était sur quoi, les C'était législatives, une présidentielle municipales? dans un Présidentielles. pays. Ah, OK, d'accord. Oui, où on a dit, on ne pourra pas. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait 2, 3, 4 visages différents de la même personne. Ah, un psychopathe. On a dû dire, non pas forcément Ouais, psychopathe, ouais. mais le Indécis? politicien qui veut trop Mhm. plaire à tout le monde. OK, d'accord. Ça n'existe pas. Ouais. On peut pas faire Ça fait l'unanimité. qu'en dessous, il n'y a pas de constance. Ouais. Et quand on commence à creuser en dessous du pas de constance, on trouve un peu de Ouais. casserole. Bien sûr. Donc là, on s'est retiré volontairement. On dit, bon, écoutez, pour ce coup-là, on ne pourra pas vous accompagner, mais Mhm. on reste disponible pour d'autres. Voilà. Donc, ça nous arrive, oui. C'est extrêmement rare, hein, Mhm. mais ça nous arrive. Oui. Pour les gens qui nous écoutent, pour mes très chers abonnés et ceux qui tombent sur cet échange, toi qui es une experte donc, de la communication politique, comment on fait, nous, le bas peuple, qui sommes parfois manipulés, Bon, le bas peuple, c'est pas une expression que j'aime bien, mais bon, c'est oui. très littéraire, tu vois. Oui, oui, je comprends. Comment on fait, nous, pour identifier un homme politique au regard, au-delà du maquillage et tout, de la communication politique, du personal branding aussi, parce que voilà, comment on fait pour identifier un homme politique authentique, on va dire, qui résonne avec son message, que ce soit dans son salon, dans sa chambre, avec ses amis, sa famille et tout, ce qu'il dit, il le pense réellement. Après, c'est un homme politique. Oui, bien sûr. Forcément, il y a des décisions difficiles qu'un homme politique prend et prendra pour le bien donc, de son peuple. Et des fois, il faut ne pas avoir de sentiments. Mhm. Mais comment nous, on fait en regardant, par exemple, ces campagnes électorales, et que ce soit même pour des associations, des fêtières et autres, comment on fait pour détecter le maximum de mensonges possibles Wow. de cet homme ou de cette femme politique? Comment on Ça, c'est fait? une grosse question. Quels sont les filtres? Bon, tu as donné tes filtres, hein. C'est une Mais grosse nous, question. le grand C'est public. une très grosse question parce que la politique, c'est vraiment savoir vendre des illusions. Bien sûr. D'accord? Des promesses. Je n'ai pas dit la communication politique, j'ai dit la politique. Mhm. La politique, c'est de l'opportunisme. C'est savoir être un peu hypocrite, Bien ou sûr. beaucoup. Mhm. Et c'est aussi être calculateur. Très Ça, c'est calculateur. la politique. Mhm. Je dirais une astuce que je peux donner, c'est de regarder sur 15 ans, sur 10-15 ans, si cette personne a dit ou a confessé les mêmes choses. C'est-à-dire, pour apprécier cela, il faut savoir aller creuser, chercher et faire vraiment une revue historique de la personne. Mhm. Est-ce que ce que cette personne a dit en 1995, c'est la même chose que cette personne dit en 2025? Les gens changent, hein? Mhm. Mais la conviction politique initiale, ce que la personne a dans les tripes, normalement, Les valeurs. ça ne change pas. Mhm. Voilà. Il y a des gens comme ça qui sont restés les mêmes pendant des années. Les gens se sont parfois voilés la face sur eux, Mhm. mais ils n'ont pas changé. Un exemple, Donald Trump. Ouais. Donc, ceux qui sont surpris aujourd'hui, Tourbillon. vraiment, je ne comprends pas. Parce Ouais. que le monsieur n'a pas Mhm. changé. Mhm. C'est le même. C'est le même. Ouais. Et c'est quelqu'un d'authentique, Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il est bien. Ouais, c'est ou ça. bon, je ne juge pas de son bien ou de son pas bien. Hein, voilà. Mhm. Ça, c'est à la charge de ses électeurs. Mais voilà, il faut lire la constance comme Mhm. ça. Quelqu'un comme, bon, c'est vrai, lui, c'est une icône. Mais quelqu'un comme Nelson Mandela, Ouais. constance. Ouais. Même quand il est arrivé au pouvoir, Ouais. constance. Et donc, il faut savoir lire ce genre de choses et dire, ah oui, là. Mais les gens qui se dédient, qui changent et tout, Comme des moulins à vent. et qui arrivent toujours à avoir des fanatiques qui les suivent, là, il y a... Bon, voilà. Il faut aussi regarder vraiment les projets Mhm. que la personne propose.
Il faut aller toujours regarder la proposition. Malheureusement, beaucoup d'électeurs ne regardent pas la proposition. On n'a pas cette culture politique. Ils regardent le je pense, faciès. Ouais. Et puis l'ethnie aussi. Ils n'écoutent pas les propositions. Mhm. Il faut regarder les propositions. Est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce qu'il veut faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut faire cette dame? C'est quoi le projet de société? C'est quoi le programme? Où on va? Quels sont les points phares? Ouais. Il faut toujours se poser cette question. Et vraiment, j'invite la jeunesse à le faire. Parce que souvent, on se laisse conduire et puis à la fin, on se rend compte que c'est pas ce que je voulais. Ouais. Mais comment on développe sa culture politique? Parce que pour lire un programme de candidat, pour avoir le déclic de dire, OK, lui, il me vend ça, il me fait des promesses et tout, mais je vais aller lire son programme. Très peu lisent les programmes des candidats. Parce que, je veux dire, moi, je l'ai vu, quand tu poses la question à un candidat sur un plateau de télé, c'est quoi votre programme politique? Oui. Pouvez-vous nous le présenter? Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parler de mes problèmes avec tel. Bon. Et c'est là que tu te rends compte que il n'y a pas eu ce travail sur les bases, sur l'électorat. C'est nécessaire. Aujourd'hui, on a l'avantage d'être une société très digitalisée. Oui. Donc, normalement, les choses doivent être en ligne, Oui. doivent être disponibles sur leur page. Oui. Pas peut-être le programme complètement en extension, genre 100 pages, PDF, non. Mais avoir des posts qui disent voilà ce en quoi je crois, voilà ce dans quoi je veux investir, voilà comment je pense que l'économie devrait être conduite, voilà mes projets pour l'éducation, etc. Ça doit être disponible. Et il ne faut pas hésiter à demander, à challenger. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous regardez des pays comme l'Europe, par exemple, la France, l'Allemagne, ils sont tous challengés. Même au plus petit niveau électoral, dans la plus petite circonscription. Les électeurs posent des questions. Il faut poser les questions. Écoutez, moi, voilà, j'ai tel problème. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Et on ne le fait pas, on est là, on se laisse balloter. Oui. Ah non, il faut aller chercher le fond. Toujours chercher le fond. Il ne faut pas rester en surface. Oui, et je pense que nous devons tous collectivement savoir mettre la pression sur la classe politique dans son entièreté parce que il faut qu'à un moment donné, nos sociétés avancent dans le sens que nous voulons. Ce dont nous avons besoin. Ce à quoi nous aspirons pour les générations futures. Et les nations dont on veut être fiers. Bien sûr. On est toutes les deux des mamans, donc on s'inquiète pour nos enfants. Donc, quel monde ils vont vivre demain? C'est ça. Mais ça, on doit pouvoir le demander à nos politiques. Voilà. Et je pense qu'il faut challenger. Il faut pousser. Challenger. Pousser, n'hésitez pas à poser des questions, oui. Et même à poser des questions en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur Madame Roland, si vous avez travaillé avec elle également, n'hésitez pas à témoigner, à partager vos avis sur le sujet qu'on explore en ce moment. Et surtout, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner, parce que certains d'entre vous regardent mais ne sont pas abonnés. Je vous laisse le temps. Cliquez. Cliquez, c'est fait. Important. Et surtout, pour ne rater aucun des prochains épisodes, cliquez sur la cloche de notification parce qu'on a un épisode chaque dimanche à partir de 10h. Je peux compter sur vous. On continue. Donc, on parle de culture politique, d'authenticité aussi, c'est très important. Et la communication politique, donc, accompagne tout ça, accompagne ces candidats, ces personnes qui pensent qu'elles ont la carrure pour conduire des groupes, des nations, tu les accompagnes. On va revenir à la communication tout court. Oui. Tu as vu l'évolution de ce secteur ces 20 dernières années, on va dire, globalement. Oui. Qu'est-ce que tu penses du visage du secteur de la communication globale, parce que maintenant le digital s'est ajouté et tout, classique, digital. Comment tu vois cette évolution aujourd'hui? Est-ce que tu es contente de l'environnement, de l'écosystème, de ce qui est proposé, des challenges auxquels vous faites face en ce moment, surtout avec l'intelligence artificielle? Quelle est ta vision de tout ça? Alors, je pense que nous sommes cette génération-là qui fait le pont entre deux ères. D'accord? Moi, j'ai commencé à travailler dans la com à l'ère des tout débuts d'Internet,
où on était encore au fax. À l'époque, vous utilisez des planches, non, pour vous dessiner des scripts, tout ça, ou bien les agences de Oui, on publicité? avait les typons. Ouais. Il n'y avait pas l'impression numérique quand moi j'ai commencé. Et aujourd'hui, on est dans cette ère du tout digital, du tout numérique. Ouais. C'est à la fois un privilège et puis quand même, je dirais pas une angoisse, mais il y a quelque chose là. On sent que Dans l'air. le monde que nous avons connu disparaît. Oui. On est vraiment cette génération qui fait le lien entre deux ères, d'accord? Et dans cela, je dirais, on s'en va vers une perte de puissance du vrai métier de communicant. Et donc, il faut que ce métier se réinvente. Je suis heureuse d'avoir côtoyé des vraies légendes de la communication. La peux en citer? communication, oui. La communication, ça fait 30 ans que j'en fais. Ouais. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Eric Tong Kwang, voilà, un des créateurs de BETC, Euro-RSCG, oui. Ouais. J'ai côtoyé David Seguela. Oui, le grand David Seguela. Le pape, Ouais, de la pub. Martine Studer, Oui. Daniel Bréchard, Ouais. les sommités de la communication, du monde de la com. Les durs à cuire. Oui, on a aujourd'hui la perte un peu de ces dinosaures de la communication. Ouais. Et vraiment, je leur rends un très, très vibrant hommage. Ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La communication en tant que telle est une science et c'est aussi un art. D'accord ? Quand vous êtes diplômé de communication, en tout cas moi je suis titulaire d'une maîtrise en communication politique, donc j'ai une maîtrise SA, je suis maître SA de mon université au Canada, mais j'ai commencé par ce qu'on appelle un bachelor en marketing. Et ce bachelor-là, donc je suis diplômée S-Sciences, donc j'ai les deux. La communication est à la fois une science et un art. Fait appel à une discipline scientifique, nécessite un esprit artistique. Et il faut que ça, on ne le perde pas. Aujourd'hui, avec l'évolution du tout digital, avec la totale fluidité de l'information, nous vivons aujourd'hui dans un flux d'informations constant, d'accord, qu'on le veuille ou non, et l'avènement de l'intelligence artificielle qui réfléchit à notre place, ce qui est un danger. On risque de perdre à la fois le sens de l'art et celui de la science. Ça, il ne faut pas le perdre. Donc, j'interpelle tous les communicants, surtout vraiment mes jeunes frères et sœurs, en disant attention, ne perdez pas cela. Ayez toujours ce carnet dans lequel vous pouvez écrire, dessiner. Lisez, continuez de lire, continuez de vous confronter à la science rigoureuse et presque mathématique de la com. Et maintenant, que l'intelligence artificielle soit véritablement un outil qui va juste vous permettre de perfectionner ou d'affiner. Mais que ce ne soit pas là le point de départ de votre travail. Sinon, vous allez perdre cette capacité. L'intelligence artificielle peut faire de la com. Mais l'intelligence artificielle n'est pas humaine. Elle n'a pas d'émotion. Non, elle n'a pas d'émotion. L'émotion, la sensibilité, l'épuisement même est un carburant pour le communicant. Il ne faut pas perdre ça. Monsieur Khalil. La barre d'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, d'accord. Il était plongé dedans. L'intelligence artificielle ne doit pas être une béquille. L'intelligence artificielle peut être le petit vernis que vous allez utiliser à la fin quand on finit de faire un tableau. Tu sais de quoi je parle, tu es bien placé pour ça, pour terminer l'œuvre. D'accord? Aujourd'hui, on n'a pas encore fini de comprendre l'ampleur que l'intelligence artificielle va avoir sur nos vies. Les conséquences dramatiques même peut-être qu'elle peut avoir. Donc nous sommes à la porte d'une nouvelle ère, mais ne fermons pas la porte complètement.
sur tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Il va falloir équilibrer, mais ne jamais perdre cette capacité-là et toujours apprendre. Est-ce que tu penses que des métiers dans la communication vont être avalés, absorbés, qu'on le veuille ou pas, par des assistants, des agents, parce qu'on a l'AI agentique, des agents qui vont globalement avaler ces métiers-là, malgré toute notre résistance, notre volonté de ne pas changer? Oui, je pense. Je pense. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en toute honnêteté, en toute objectivité, même si ça peut nous rendre tristes, je pense que de nouvelles choses vont paraître. D'accord? Oui, il y a peut-être des métiers qui vont être avalés, qui vont peut-être pas forcément totalement disparaître. Aujourd'hui, on parle de la calligraphie. Il reste très peu de calligraphes sur Terre. Oui. Des vrais calligraphes qui font de l'écriture. C'est un luxe maintenant. Il en reste très, très peu. Oui. D'accord? Mais ça n'a pas disparu. Oui. Ça existe. La notion de calligraphie existe. Elle s'est rarifiée. Je pense que c'est ce qui va se passer pour beaucoup de métiers dans la décennie à venir. Je dis décennie parce que je pense que aujourd'hui, une décennie, c'est très long. Ça vaut 100 ans. Hyper vite, oui. 100 ans. Maintenant, c'est 2 ans, c'est 1 an au rythme de l'évolution. Oui. De 2022 à 2026, l'IA a tellement progressé. Ben oui. Aujourd'hui, on voit des campagnes, des spots générés totalement avec l'intelligence artificielle. Oui. Toi, de ton regard de spécialiste et de légende aussi de la com, comment tu vois ça quand tu es devant ta télé? Et bon, on sait tout de suite. Maintenant, le public, il est un peu... Il a l'œil pour savoir. Oui. Mais c'est assumé. Quel est ton regard aujourd'hui par rapport à ça? Quand vous vous retrouvez avec tes collègues communicants et tout, qu'est-ce que vous vous dites? On n'en parle pas. Je pense que c'est quelque chose qui nous fait peur. Honnêtement, ça fait peur. On n'en parle pas vraiment. Je pense qu'il faut quand même ouvrir le débat. Oui. En tout cas, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'en parler vraiment avec des collègues communicants, mais ça nous fait peur. Vraiment, il faut être honnête. C'est quelque chose qui nous fait peur. Aujourd'hui, une intelligence artificielle peut créer à l'identique le podcast que nous sommes en train de faire toutes les deux avec une Edith et une Sandrine qui se parlent. Et il sera quasiment impossible de différencier le vrai podcast du podcast artificiel. Ça fait très peur. Ça fait peur. Et je peux faire dire à un homme politique ce que je veux, je n'ai pas besoin de lui. Et ça, on l'a vu dans plusieurs élections, ici à l'international Bien aussi. sûr. Et c'est malheureusement des outils de déstabilisation. C'est très dangereux. Donc, il faut, je pense... c'est très dangereux. Donc, je pense qu'il faut trouver un moyen de légiférer. Je ne sais pas si c'est même possible, mais il va falloir trouver quelque chose parce que on s'en va vraiment dans l'inconnu. Et voilà, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi je veux dire, vous savez, je suis passionnée de technologie, d'innovation, de découverte et tout. Mais pour moi, c'est ma limite. L'IA, c'est totalement ma limite. Parce qu'au-delà de métiers qui disparaissent, de métiers qui sont transformés, de sociétés qui sont déstabilisées, parce que quand tu as étudié pendant 5 ans, 4 ans, une filière ou un métier et qu'à un moment donné, au moment où tu es prêt à entrer sur le marché du travail, que le cabinet qui va te recruter te dit on a développé un IA qui fait ton job, ou bien on a des robots automatisés qui peuvent produire un véhicule chaque minute ou autre. Sans intervention humaine. Sans intervention humaine, qui sont autonomes. Qu'est-ce que je fais, moi, agent économique, qui désormais n'a plus d'utilité économique dans un environnement très stressant et très changeant, un monde très changeant? Qu'est-ce que moi, je fais? Est-ce que je deviens un danger pour ma société parce que je suis oisif et tout? Donc, c'est beaucoup de réflexion. Et franchement, j'aime la technologie, mais cette partie-là, je ne suis pas très fan. Et puis, quand
Sandrine a dit que l'IA peut reproduire mon podcast là. À l'identique. Je m'effondre là. Mais j'en suis bien consciente, on en est tous bien conscients. Bah oui. C'est ce qui va arriver à un moment donné. Et comment nous, humains, on s'adapte pour la suite. Je pense que l'humanité fait face à cette question. Ouais. C'est une question qui nous dépasse. C'est vraiment une question qui concerne l'humanité tout entière. Ouais. Malheureusement, l'humanité n'est pas d'accord. Ouais. Donc, il n'y a aucune solution qui fait l'unanimité. On aura des révolutions. Et il y aura des choses. Et je pense que ça va même être comme l'ère glaciaire. Enfin, le monde va changer. Personnellement, je le crois. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller, mais beaucoup de choses vont changer. C'est une question à laquelle l'humanité doit répondre, voilà, comme celle du changement climatique, comme celle, voilà. Et je pense que dans 10 ans, notre planète ne sera pas la même. Oui, totalement. Ouais. Et je suis totalement d'accord avec toi. L'humanité doit se préparer. On doit se préparer. Vous devez vous préparer dès maintenant à l'incertitude de ce futur qui nous attend. Mais nous, on est dans le présent et on parle de communication. Oui. À quel moment tu te dis, oui, moi, Sandrine, j'ai envie d'être une experte de la communication. J'adore la communication, je veux me former dedans. À quel moment ce déclic a eu lieu? Je pense que c'est une collection de moments. Déjà, quand j'étais vraiment plus jeune, CM2, 6e, 5e, j'aimais beaucoup tout ce qui était très artistique. Ok. Bon, faut savoir que je dessine, ça tu le sais. Hein. Oui, tu es une très bonne dessinatrice. Je fais de la peinture et tout. Et donc, je me disais toujours qu'il fallait que je sois dans un métier, en tout cas, ou en tout cas que je fasse ça. C'était une de mes passions. Premier moment clé. Deuxième moment clé, je pense que quand je suis en terminale, en train de passer mon bac et tout ça, et que je me demande qu'est-ce que je veux faire dans la vie, parce que c'est des questions déterminantes à partir de la classe de première terminale qui vont orienter le choix d'études supérieures. Je me dis, je veux faire à l'époque, le marketing était à la mode. Je dis, bon, moi, je veux être femme d'affaires, j'ai le sens du business. Donc, je veux faire ça. Donc, quand mon père me dit, voilà, tu vas à l'université, tu vas faire quoi? Je dis, bon, je vais m'inscrire en marketing. Et il s'avère qu'à l'université Laval à Québec, il y a un programme qui s'appelle Administration des affaires. Oui. Business Administration. Ça, c'était beaucoup en vogue aussi. Hein. Je me suis inscrite donc et j'ai fait un bachelor en administration des affaires. OK. Pendant mes études universitaires, donc pendant que je fais bachelor en administration des affaires, il y a toujours un tronc commun et après, on demande de se spécialiser. D'accord? Pendant donc ma première année d'université, je suis en Amérique du Nord, je découvre un monde complètement nouveau. Voilà, la petite Ivoirienne qui arrive, qui découvre. Et je suis fortement influencée par la télévision. Oui. D'accord? Par des émissions de talk show. Notamment Oprah Winfrey, que je découvre et dont je deviens une fan inconditionnelle, des grandes dames journalistes. Et ça me touche. Je me dis, mais elles ont un impact incroyable. Je suis en même temps dans une société qui est la société québécoise, canadienne-québécoise, qui est extrêmement féministe. Ouais. C'est de là que vient ma fibre féministe. Hein. Okay. Je suis vraiment fière de dire que j'ai eu la piqûre féministe au Canada, étant l'aînée d'une famille de 6, dont 5 filles. Ah ouais. Voilà, ma maman enseignante qui, voilà, je me dis, waouh, les femmes, je suis très admirative et respectueuse des femmes. Donc, le Québec booste ma fibre féministe. Donc, je vois tout ça, je me dis, c'est ce que je veux faire. Ouais. Voilà. Et donc, je me trouve donc avec ce diplôme en poche. Et même question, qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Eh bien, je rentre dans la maîtrise en communication publique pour faire de la publicité, pour faire de la communication, pour faire de l'image, pour avoir de l'impact. Et j'ai la chance, et c'est vraiment une grande chance que j'ai eue, entre mes 2 diplômes, de rentrer en Côte d'Ivoire, faire des stages. Donc, je fais un stage à Panafcom,
chez Monsieur Bréchat. Grande agence de l'époque, oui, Monsieur Voilà. Bréchat. Mhm. Je fais un stage à l'hôtel Intercontinental, au service marketing. Et les deux passions se catapultent. Et Ça je sais fusionne. ce que je vais faire, c'est ma vocation. Je veux faire donc des médias, de la pub, du marketing. Et donc, je rentre dans la maîtrise en communication publique, où donc je peaufine cette expertise innée donc, dans tout ce qui est artistique, mais en même temps, publicité, business et journalisme. OK. Oui, donc je fais du Journalisme. média. Oui, Ouais. je fais du média. Mhm. J'apprends la technologie des médias, la technologie de la télé. Voilà, je sais faire une émission, je sais présenter une émission. Ouais. Je l'ai même fait à l'université. Mhm. J'ai été longtemps présentatrice du journal OK. à la radio de l'université Laval. Je fais tout ça et ça devient mon univers. Je n'en suis plus jamais sortie jusqu'à aujourd'hui. Une multipotentielle de la communication. Mais c'est un métier tellement beau. Et Bah, tu es passionnant. dedans, Mais tu oui, sais. c'est passionnant. Oui. Pouvoir transmettre quelque chose, véhiculer quelque chose, Oui. et puis surtout faire basculer les gens. Oui. Ça aussi, c'est passionnant de pouvoir faire basculer les gens. Faire basculer les gens, leur montrer ce qu'ils peuvent refléter. Voilà, et les amener à faire sortir ça d'eux. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Quelle est la première campagne de com sur laquelle tu as travaillé? Comment tu t'es sentie? Là, je te ramène loin, là. Alors là, c'est super loin. C'est très, très loin. Et puis, je pense qu'on était à l'époque des agences de Oui. communication françaises qui étaient très bien implantées aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Waouh. C'était, en tout cas, son agence, c'était à Panafcom, Mhm. Young and Rubicam. Je pense Ouais, que ça devait être... waouh. Dans quel secteur d'activité ce client Dans travaillait? l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire. je pense. Oui. Du savon ou de l'huile. Mhm. C'est pas Blow-On ou un truc comme ça? Non, c'était son concurrent, Mhm. Cosmivoire. Et ça me ramène dans mon enfance. Cosmivoire. Waouh! Je crois. Ouais. Pas En confiante. tout cas, déjà, même l'évocation du nom, ça fait remonter des souvenirs. Ceux qui étaient là à cette époque-là. Ah et ouais, qui suivent ce Cosmivoire. podcast, Si on vous se vous rappelez de rappelle. Cosmivoire, mettez ça en commentaire. Voilà, mettez Cosmivoire en commentaire si vous vous rappelez de faisait ça. l'huile Palme d'or. Ouais. Il y avait un savon. C'était passionnant. Ouais. Oui. Comment tu t'es sentie dans Pour moi, ces débuts-là? C'était une Jeune. fierté. Oui. Oui, c'était une fierté. Puis j'ai vraiment rencontré des sommités ivoiriennes du Mhm. marketing, Mhm. de la com, mais vraiment du marketing. Ouais. Oui, quelqu'un comme Madame Camille Niamke. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Et puis, bon, bien sûr, le père Daniel Bréchat, Oui. qui est... T'as beaucoup marqué. qui m'a Qu'est-ce que beaucoup tu as appris de marqué. lui? Ce que j'ai appris de lui, c'est qu'il fallait avoir de l'audace. Il fallait avoir la tchatch. Mhm. La tchatch, le bagou. Il était un peu grand gueule aussi. Hein. Oui. Il était orateur, il Oui. parlait bien français. Ouais. Il avait ce truc. C'est un monsieur bien. Mm. Je ne sais pas s'il va voir, mais je lui fais un coucou. On lui fait un coucou. C'est un monsieur bien, vraiment. En tout cas, dans le métier. Voilà. Bon formateur aussi. Mhm. Ouais. Quelle est l'image la plus fausse que se font les gens des agences de communication? C'est-à-dire le grand public, les préjugés qu'ils ont Oui, sur sur les agences de communication. Bon, après, on l'a vu dans certains films. Moi, j'ai un film fondateur qui m'a beaucoup marqué. Oui. 99 centimes, c'est un film français Oui, avec oui, Jean oui. Dujardin Oui. et tout. Oui. Bon, pour moi, j'ai vu ça à cette époque-là. Je voulais travailler en agence de com, mais je sais que c'était rempli de préjugés aussi. Oui. Quels sont les préjugés ou vraiment les choses les plus fausses que les gens se font sur les agences de communication? La première chose, qu'on est tous des milliardaires. Ce qui n'est pas vrai. On dit à l'argent des dents. C'est un métier ingrat. C'est un métier dur. Ouais. Parce qu'en fait, les agents sont juste, comment dirais-je, Des relais? on prend de l'argent, voilà, Ouais. et on donne à d'autres. C'est pas, Ouais. voilà, c'est pas un truc de milliardaire, l'agence. Non. Deuxième préjugé. Mais à l'argent dedans. Un peu. Avec toutes ces années. Oui, un peu. Ah. Surtout quand on travaille bien. Ah, surtout, voilà. Oui.
Notre préjugé, qu'on est tous des menteurs. Mhm. Ouais, les gens pensent qu'on est tous des villes, qu'on est tous des menteurs. Ou quand tu disais des messages. Bonimenteurs, Oh, ouais. voilà. Et troisième préjugé, troisième fausse, Uh-huh. vraiment fausse opinion qu'on a des publicitaires, c'est qu'on peut faire vendre n'importe quoi. C'est ça. La magie. Non, vendez mon produit là, même si c'est un faux produit et tout. Mais vous pouvez le faire, non? C'est votre travail, On n'est non? pas des magiciens. On n'est pas des magiciens. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà, on n'est pas des Tu magiciens. n'as jamais fait de compromis, l'agence n'a jamais fait de compromis sur des produits. Quand tu vois, tu te dis... Non, on fait pas, on peut pas. Et on le dit. Ouais. Parce que nous, on va jusqu'au marketing. Il faut savoir qu'on a aussi cette capacité. On fait Ouais. du conseil. Ouais. Donc, on va jusqu'au marketing. Donc, on peut même conseiller, par exemple, un client qui fait de l'alimentaire, on peut le conseiller sur des saveurs. On peut, oui, on fait ça aussi. Quand le produit n'est pas bon, on dit, voilà, le packaging n'est pas bon ou le produit n'est pas bon ou il faut peut-être ajouter un parfum. Voilà, votre savon, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas un peu plus de citron lavande C'est pas des choses très compliquées à faire. Oui. On ne conseille pas nos clients sur des choses impossibles. Oui. Mais on leur dit, même on peut faire du conseil sur le circuit de distribution. Ok. Oui, on fait ça. On intègre ça à la politique de prix. On peut Vous êtes conseiller complet, nos clients, oui. Oui, on fait le marketing aussi. Puisqu'on est tous les deux des marketeurs, je te dis, même qu'on a pris ce cours ensemble, c'était dans le cursus marketing. Oui. Donc, on a le marketing et on a la com. Et on a l'événementiel. Voilà. Tu as cité tous les préjugés que les gens se font. Hein. Je pense, je ne suis pas sûre. Qu'on est toujours sapé dans des marques. Oui, parce que. tout. Et puis, il y a aussi le côté bon enfant, bonne ambiance, avec table de billard. Oui, qu'on est tous des viveurs. Voilà, non, on voit les poufs un peu partout, on peut se travailler comme moi, on je veut. suis très pantouflarde. Moi, je suis très pantouflarde. Donc, non. Il y a beaucoup de fausses préjugés. Pas fausses préjugés, c'est une faute de français. Il y a beaucoup de fausses idées. Oui. Et c'est dommage. Bon, maintenant, il y a des mythes aussi. Et puis, c'est ça qui donne envie aussi aux jeunes de vouloir entrer. Celui qui sait tout. Ouais. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On n'a même pas la prétention de tout savoir. Ouais. Non. C'est présomptueux d'ailleurs. Non, on est des éponges. On apprend de notre monde, on absorbe, on est comme des enfants. Ouais. Et le bon publicitaire, le bon communicant ne doit jamais perdre son âme d'enfant. C'est très important. Mais les charrettes, ce n'est pas des préjugés. Non, les charrettes, ça, ce n'est pas des préjugés. Et si vous voulez rentrer dans ce métier, que vous n'aimez pas les charrettes... Pour mes abonnés, les charrettes. La charrette, c'est quand on ne rentre pas à la maison à 18h. Ouais. Voilà, on reste là. On dort au bureau. On ne rentre pas. Ça fait partie du métier. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Celui qui a peur de la charrette, ce n'est pas un vrai. Et puis la charrette, là, il ne faut pas attendre que ton patron ou que ton supérieur te l'impose. Ah non, celui qui va réussir dans ce métier, c'est celui qui s'impose des charrettes. Ah ouais, mais ça, bien sûr. Mais ça, on va dire c'est des heures supplémentaires. Mais oui, mais ça fait partie du job. Ah ouais. Ça fait partie du job. On n'a pas le choix. Et puis bon, de toute façon, maintenant, les charrettes, on griffe, on en a partout dans l'administration. Mais bien sûr. Il y sûr. a des charrettes. Oui. Dans le privé. Tu peux décider un jour de rester là jusqu'à 2h du matin. Ouais. Why not? Ouais. Tu travailles, tu es content parce que tu as bouclé, tu as délivré. Là, tu respires mieux que de procrastiner. C'est ça. Et puis de rattraper dernière minute. Le plus grand ennemi du communicant, c'est la procrastination. Ouais. On n'a pas le droit à la procrastination. Ouais. Sinon, on tombe dans un piège. Et on perd notre âme de communicant. Et surtout, on se retrouve dans des délais qu'on n'arrive pas à tenir. Et les délais, après, ça te fait faire n'importe quoi. Ah ouais, en présentation devant le client. Ah oui, ça pardonne pas. La créa qui a aucun sens, le truc fade auquel tout le monde s'attend, ça vient de la procrastination. Voilà, faire des charrettes. Il faut aussi s'octroyer du temps. Surtout quand aussi. Il n'y a pas de pression, il faut apprendre à lever un peu le pied, prendre du recul pour revenir. Un artiste qui veut réussir une œuvre ne peut pas rester tout le temps devant la toile. Ouais. À un moment même, il abandonne la toile. Il peut même couvrir la toile pendant des jours et revenir après. Donc, il faut aussi savoir gérer ça. À quoi ressemble une mauvaise journée de Sandrine? Une mauvaise journée de Sandrine, je ne me lève pas à 5h du matin. Si je dépasse et que je dépasse, bon, attention, je ne suis pas ennemie de la grasse mat, parce que je sais que tout le monde va commencer à... Je ne suis pas ennemie, mais une mauvaise journée, c'est ça. C'est-à-dire que je dors trop et quand je me réveille, je suis à la bourre. Ouais. Ça peut arriver, des pannes d'oreiller.
Je suis à la bourre, j'ai du stress, j'oublie. Parce que chez moi, le stress déclenche de l'oubli. C'est automatique chez moi. Donc, j'oublie des choses, j'oublie de faire un truc. Du coup, ça génère encore plus de stress et ça devient un engrenage. À un moment donné, je dois couper. Oui. Si je ne coupe pas, la journée se termine mal. Quand tu dis couper? Je dois arrêter de tout faire pendant au moins 1 heure ou 2 pour remettre mes compteurs à 0 et redémarrer. Un reset. Donc, je dois faire des sacrifices. Ouais. Décider que ça, je n'ai pas pu faire, mais tant pis, je laisse. Voilà. Ça, c'est venu avec la maturité aussi, et puis l'expérience. Hein, bon. Sinon, avant, c'était horrible, je panique. Et après, tu as toutes les dimensions qui rentrent. Hein. Oui. Les enfants, la maison. Le stress s'accumule. Tout se catapulte. Ouais. Et c'est là que des problèmes surgissent. Le chaos. Des choses que vraiment, une voiture qui tombe en panne, tu crèves un pneu. La loi de Newton, c'est incroyable. Ça peut devenir autre chose. Hein. Ouais. Voilà, donc oui, une mauvaise journée pour moi, c'est un engrenage sans fin d'imprévus et de choses qui, voilà. Te dépassent. Oui, non, mais ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Une mauvaise journée aussi, ça peut commencer par... des fois, ça arrive, hein. Une mauvaise nouvelle. En tout début de journée. Ouais. Ça te pourrit toute la journée, ça te perturbe. Je ne parle pas de mauvaises nouvelles telles deuil ou quoi, hein, mais une grosse contrariété qui vient et tu n'arrives pas à gérer. Ouais. Et ça déteint surtout. Ouais. Oui, tout t'énerve, tu n'as plus faim. Un enfant passe par là, une nounoua, tu cries. Ouais. Oui, fallait pas passer devant moi, allez, tu prends pour toi. Ta susceptibilité double. Oui, tu sors, tu tombes dans un embouteillage, tu es déjà contrarié. Non, mais c'est... voilà, ça, c'est les mauvaises journées, mais c'est rare chez moi. Je suis de nature très optimiste. Je relativise beaucoup, je positivise beaucoup. L'âge m'a appris que life is life. Voilà. L'âge m'a appris qu'il faut souvent regarder ce qui est bien et moins regarder ce qui n'est pas bien. Voilà. Toujours voir le verre à moitié plein. Ouais. C'est pas une parole en l'air, hein. Ouais. Ça aide. Ça aide vraiment à avancer. Et surtout à rester en bonne santé mentalement aussi. Eh oui. Comment tu t'accordes, comment tu t'oxygènes, surtout dans ce domaine? Comment je m'oxygène? Je prie. Je prie beaucoup. J'ai découvert il y a quelques années le me time. Le me time? Oui, le me time. Le temps que tu t'accordes, c'est ça? Pour moi. Ok. Exemple, je me lève le matin, j'ai une réunion au plateau à 8h. La réunion finit à 10h. J'ai une autre réunion à Marcory à 11h30. Donc de 10h à 11h30, je vais aller m'asseoir dans un café ou un salon de thé ou un endroit agréable. Je vais prendre un chocolat. Ouais, je fais ça souvent aussi. Et je me fais du me time. Je mets de la musique que j'aime. Je me mets bien. Le me time peut aussi être une demi-journée où je décide d'aller quelque part toute seule. Au cinéma, comme ça, ouais. Au cinéma. Le me time peut être aussi une semaine où je prends un avion et je me casse toute seule. Ouais. Ça, c'est chic, Ça, c'est du bon me time. Hein. Du vrai me time. Du vrai me time. You treat yourself. Le me time, ça peut être 2 heures dans un spa toute seule. Oui, ça, je fais ça aussi souvent. Ouais. 4 heures même. Oui, le me time, c'est ça. Ouais. J'ai compris le me time, mais j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Ok. Donc ça, c'est une première manière pour moi de m'oxygéner. Deuxième manière pour moi de m'oxygéner, bon, tu sais que je lis beaucoup. Je lis énormément. Donc, je décide de me faire un livre. Donc, comme je lis vite, je peux lire un livre en 2 heures de temps. Ah oui? Ouais. Qu'importe le volume. Je peux finir un livre en 2-3 heures. Mais ça, c'est une chance. Je rêve de ça. Je lis très vite. Donc, c'est une évasion pour moi. Donc, en général, je prends une fiction. Ah ouais? Ouais. Même un truc à l'eau de Rose Why Not. Je lis. Ça me coupe. Autre manière de m'oxygéner, et là, tu vas peut-être te marrer, mais je regarde des séries, mais vraiment où on ne doit pas besoin de réfléchir. À l'eau de rose? Pas seulement. Des séries, non, des feuilletons, des séries... Telenovelas? Non, je n'aime pas. La novelas, c'est un peu dur pour moi. Mais il y a des séries qui ressemblent un peu aux novelas. Par exemple, séries françaises. Bon, Sous le soleil. Voilà. Je me fais 2 épisodes. Ouais.
Ça déconnecte. Hein. Ça déconnecte, tu n'as pas besoin de réfléchir. Les gens ne jouent pas forcément bien. Oui. Les dialogues ne sont pas élaborés. L'intrigue est transparente. Ça. Mais tu es assise et tu évacues. Je fais ça souvent aussi. Tu mets un épisode d'une série comme ça. Et puis, Et tout récemment, j'ai découvert une autre manière. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Quelqu'un que je n'ai pas vu il y a longtemps, que je surprends. Ok, ça c'est bien. Moi, j'aime bien ça aussi. Mais ça touche les gens. Oui. Ouais, et ça te touche quand c'est comme ça. Ouais. Ça peut être une amie, ça peut être une grande sœur, ça peut être même ton papa ou ta maman. Ouais, si. Ça peut être... Je fais ça. Ça fait du bien. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, des fois, je prends mon téléphone, j'appelle, je dis, je pensais à toi. Comment tu vas? Soit la personne est disponible, je dis, t'es où? Je viens, on se voit. Ou si la personne, je peux pas, on se parle au téléphone. Ouais. Mais ça fait un bien fou. Ouais. Ça te déconnecte, ça te ramène, ça te recentre. Ça te recharge. Oui, ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, ça, j'essaie de faire ça de plus en plus. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses comme ça que je fais. Hein. Ça, c'est sans bien. Plus. Ouais. Mais essaye de faire ça. Là, c'est où tu prends l'avion. Il n'y a rien de tel. Hein. Franchement, là, tu quittes le pays. Tu vas, tu te mets bien, tu te reposes, tu visites des sites touristiques, tu manges. Bref, vraiment. Tu es à l'hôtel, on s'occupe de toi. Oui, et ça n'a pas besoin d'être loin. Hein. Ça peut être à Accra, ça peut être... Non, tu parles à San Pedro. Oui. Je fais un coucou à Pamela Noble. J'étais chez elle hier. Ah oui, tu vois. Oui, tu vois. Oui. C'est à côté. Je lui ai fait un gros câlin. Oh, on t'embrasse. Oui, j'étais chez elle hier. En tout cas, vraiment, c'est le truc où tu penses à toi, où tu cherches les sources d'équilibre. C'est ça. Bon, maintenant, en dehors de ça, je fais la cuisine, j'aime faire la cuisine, donc quand je peux, je fais. J'aime faire des petits projets, donc je me lance dans des petits projets à côté. Voilà, et puis les samedis matins, c'est sacré chez moi. Je suis avec mes enfants. La famille, Ah, mes enfants et moi, ça... Ouais. Tu as 3 enfants. Très important, 4. Ah oui, 4, oui, 4. C'est 3 garçons et une fille. Une fille. Ta chérie. Elle vit au Canada. Oui, elle est un peu loin. Oui, mais bon, elle est grande. Oui, et puis aujourd'hui, il y a les vidéocalls et tout. Vive la technologie. Hein. On ne coupe pas le lien. À notre époque, il n'y avait pas ça. Nous, à notre époque, il n'y avait même pas email. Les lettres. Les lettres et puis les fax. Ouais. À l'époque. Et les téléphones. Et oui, on tourne. C'est comme ça. C'était chic, hein. Après, il y a eu les gros boutons. Oui. Et les grosses antennes et tout. On a vécu une belle époque quand même. Oui, on a vécu une magnifique époque. Ouais. Très, très belle époque. Avec la télé, il fallait aller appuyer avec la main. Des fois, tu as connu ça, toi? Il n'y avait pas la télé comme ça. Et puis, nous, on a connu déjà le noir et blanc. Et puis ensuite, la couleur. Et puis, la télé, l'antenne ne capte pas bien. Donc, tu es obligé de taper. On bouge un peu. Tu bouges. Et puis, tu es là. Quand tu as trouvé le point où ça capte bien, là, on dit, il ne faut plus bouger. Reste là. Et puis, j'ai là comme ça. Ah ouais, c'était chic. C'était magnifique. Alors, tu es Sandrine, mais tu es Madame Roland. Oui, bien sûr. Sandrine Roland. Oui, j'ai cet honneur. Et tu travailles en couple depuis plusieurs années, depuis plus d'une vingtaine d'années. Oui. Comment on tient quand on travaille à 2, lorsqu'on est marié, on est dans la même entreprise, on est dirigeant de la même entreprise? Oui. Comment on arrive à gérer la maison où on est tous les deux, et puis on transporte la maison au travail, le travail à la maison. Comment vous gérez tout ça, toi et puis Christian? Bon, déjà, on ne transporte pas la maison au travail. Ça, c'est bien déjà. C'est une règle chez nous. Ouais. Donc, à la maison, c'est Sandrine et Christian. Au bureau, c'est monsieur et madame Roland. OK. Je l'appelle monsieur Roland. Il tu l'appelles monsieur Madame Roland. Bonjour, monsieur Bleu. En même temps. La passe décisive. Oui, on fait attention. C'est pas facile, mais on fait attention que ça soit pas des vases communicants. Et puis, honnêtement, je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est 2 choses. La première chose, c'est Dieu. Voilà. La deuxième chose, c'est que vraiment, on était amis avant d'être en couple. Très important. Et on est restés amis. L'amitié, là, ça sauve un couple. Très important. Donc, on a cette relation
Voilà, quoi. Je peux venir le taquiner, il fait des blagues, il m'embête, voilà. Quand il n'est pas bien, quand il n'est pas content, je sais comment le blaguer. Bon, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Lui aussi, pareil. On a une relation assez polymorphe, c'est-à-dire que on a plusieurs dimensions dans notre relation. On travaille ensemble, on bâtit ensemble, on a des enfants ensemble, on est en couple. C'est beaucoup de dimensions. Et un couple doit savoir définir les dimensions. D'accord? Pour ne pas que les différentes dimensions se cannibalisent. D'accord? Des fois, on devient juste parents. On oublie qu'on est des amants. Des fois, on est des amants. On oublie qu'on est des amis. Des fois, on reste dans l'amitié. On oublie qu'on bâtit un projet ensemble. Chaque couple bâtit un projet de vie. Voilà, nous, c'est vrai que bon, la vie fait qu'on dirige ensemble une entreprise, mais il n'y a pas que ça. D'accord? On gère, on a d'autres projets. On a des projets pour nos enfants, on a des projets pour l'avenir, on veut faire des choses. On est tous les deux engagés dans le social, tu le sais bien. Il y a beaucoup de dimensions. Et dernier élément qui est très important, chaque couple doit avoir sa zone d'évolution. Chaque membre du couple doit avoir sa zone d'évolution aussi. D'épanouissement personnel. D'épanouissement personnel. Le fait que je sois contente, je sois bien dans ma peau, ne doit pas dépendre de lui seul. Et on voit plein de gens comme ça. Oui, malheureusement. Voilà, parce que tu as un souci avec ton mari, toute ta vie est finie. Ma copine. Tu vivais avant lui, hein? Tu avais une vie avant lui. Et c'est même pas sain. C'est pas sain. Il faut arriver à établir une relation saine. Donc, nous, au fil des années, vraiment par agrégat, on a bâti cette relation saine. On est loin de la perfection aujourd'hui, mais fais la part des choses. Vraiment, ça sauve. Fais la part des choses, ça sauve. Et ça, je vous assure, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous êtes arrivé de vous disputer à cause du travail? Mais Bien vraiment, sûr. vous rentrez à la maison, tu veux bien séparer le travail de la maison, mais à cause d'un projet, d'un client, bien sûr. L'ambiance est tendue. Bien sûr, puisque on n'a pas les mêmes... on n'a pas la même manière d'appréhender les choses. On est deux personnes différentes. Donc, oui, on peut ne pas s'entendre sur certaines choses du travail. Et des fois, oui, c'est une contrariété qui peut arriver à la maison. Oui, bien sûr. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Comment vous gérez ça? Bon, avec la maturité, j'insiste encore, avec la maturité aujourd'hui, on se dit, bon, at the end of the day, un jour, je me souviens, on se taquinait comme ça et puis on n'était pas content. Et puis, je lui ai dit, mais tu sais qu'actuellement, même là, la personne, pour qui on est en train de s'énerver, là, peut-être elle est dans son salon en train de boire son champagne. Et puis, nous, on est ici. Elle vit sa vie. Pendant que le gars se donne la pilule, peut-être sur une plage à Malibu, nous, on est en train de se chauffer ici, tu vois. Voilà, ça fait rigoler, hein. Mais c'est ça. On a tellement notre job à cœur que des fois, on peut se prendre la tête sur des choses, mais après, on se dit, bon, ok, voilà, quoi. Le plus important, c'est quoi? C'est que le travail soit bien fait. C'est ça. Et puis, c'est tout. Et qu'on gagne notre argent. Oui, voilà. Et il faut savoir aussi regarder le après. Beaucoup de jeunes couples n'arrivent pas à regarder le après. Une dispute peut sembler la fin du monde. C'est ça. Non, ça fait partie du... C'est le parcours, c'est ça, la vie. Voilà, l'industrie du cinéma, tout le monde, bien. Les gens se disputent, ils se réconcilient. Toi-même, tu es devant le film, tu es étonné. La fille là, donc il a fait tout ça. Et puis facilement tu vas comme mais ça. c'est la vie. Ouais. C'est ça la vie. Il faut regarder le après. Il ne faut pas s'en tenir à ce qui se passe là. Il faut avoir la vision. Oui, il faut avoir la vision. Est-ce que votre couple a déjà été fragilisé par l'entreprise? Vous étiez vraiment à fond dedans, mais à un moment donné, vous êtes plongé dans l'entreprise, les clients et autres. Est-ce qu'à un moment donné, le trop de travail vous a absorbé vers les difficultés? C'est arrivé. Rarement, mais c'est arrivé. Et on a créé des zones de sécurité. Voilà. Maintenant, chaque année, depuis de très longues années, on fait ce qu'on appelle l'escapade. Donc, on a un voyage annuel de couple. C'est bien chaque année. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'enfants.
Ouais, c'est Il n'y a bien. rien, on s'en va à 2. Qu'on a créé ça s'appelle l'escapade. Mhm. Donc on fait ça. Des fois, on le fait 2-3 fois par an. Ah, c'est bien ça. Tant Oh, qu'à c'est faire, chic. l'appétit vient en mangeant. Oh, merci, Voilà. Monsieur Roland. Bravo. Donc on fait l'escapade. Ouais. On a aussi on a développé aussi beaucoup la gestion du temps au travail. Mhm. Parce que l'avantage d'être entrepreneur, c'est que à the end of the day, tu peux décider quand tu vas au bureau. C'est ça. Tu vois? Ouais. Je suis pas obligée d'aller au bureau tout le temps. Et puis aujourd'hui, il y a le télétravail. Il y a tellement de choses. Ouais. Donc, faut pas que les gens se disent tous les matins, on se réveille à 2, comme dans les films, là, on prend notre café à 2, on monte tous les 2 dans la voiture. C'est ça. Et puis on va au bureau. Non, hein. Ouais. Ah non, 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 chacun a sa voiture, chacun vit sa vie. À la C'est ça. limite, je l'informe de temps en temps. Je dis, bon, là, j'ai rendez-vous à tel endroit. Lui, il me dit, ben, je vais faire telle chose. Mhm. Voilà, des fois, même dans la journée, on ne se croise pas au bureau. Hein. Ouais. Tout ça, ça crée un peu une dynamique. Sinon, oui, des fois aussi, on peut passer notre vie au bureau à 2, yeux dans yeux, nez dans nez, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se crêper le chignon, tu vois. Donc, il faut se créer ces soupapes-là. Et c'est le conseil aussi que je donne aux gens parce que beaucoup de gens me disent oh, je ne peux pas travailler avec mon mari. Hein. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Il m'énerve déjà comme ça. Je vais aller ajouter 7 jours sur 7. En tout cas, non, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Pourquoi tu ne vas pas supporter? C'est ton mari? Ouais. Ah. Quand tu disais oui, là. En tout cas, quand tu disais, tu as dit oui à tout. Pour le meilleur et pour le pire. Meilleur et pour le pire. C'est ton mari, c'est ton pote. On est amis d'abord. Oui, il faut toujours être amis. L'amitié, là. C'est une bonne fondation. C'est une excellente fondation. Très bonne fondation. Quand ce n'est pas bâti sur le désir uniquement, mais sur l'amitié, c'est une très bonne fondation. Et vous allez très loin comme ça. Oui. Et vos enfants, comment ils vous perçoivent, vous, en tant que couple ça, faut leur et demander, entrepreneur? Hein. Il faut leur demander. Moi, je pense que vous échangez de temps en temps, vous les voyez évoluer et tout. Oui. Quelle perception ils ont de vous? Ils ont un esprit très critique, nos enfants. On a appris à nos enfants la communication. Oui, c'est pas. Donc, ils peuvent venir nous dire. Bon, des fois, c'est délicat. Je vais venir dire quelque chose à ton papa, à ta maman. Bon, toi-même, ils te posent des questions. Mais quand même, dans la plupart des cas, en tout cas, ils peuvent venir nous dire ce qu'ils en pensent. On leur montre les choses. Oui. On leur montre ce qu'on fait. Oui. Souvent, même, on leur demande leur avis sur certains concepts et choses. Hein. On peut dire, voilà, on réfléchit sur tel sujet. Bien voilà, on a été approché pour organiser un événement. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? On leur montre qu'ils ne doivent pas être complexés par l'expression. Oui. On leur apprend ça. Donc, du coup, leur regard sur nous est souvent très objectif. Voilà. C'est pas des enfants. J'ai pas envie que mes enfants m'encensent. C'est ça. Voilà. Ils ont peur de Voilà, j'ai pas envie que mes enfants disent oh maman, maman, gna, gna. Non, j'ai envie que mes enfants me disent maman, dis donc tu vas en rendez-vous, ta coiffure ça va pas, change-toi. Ou bien j'ai vu l'émission hier, j'ai regardé ce que tu as dit au podcast de Tata Edith, mais pourquoi tu as dit ça comme ça? C'était un peu inconfortable, tu vois. Non, vraiment, on leur montre tout. Ouais. Et je pense que quelque part, ou en tout cas, j'ose croire qu'ils sont fiers de ce qu'on fait. Nous, en tout cas, on est fiers. On leur transmet ça aussi. Et puis, on leur impose pas, voilà, si quelqu'un veut venir dans l'agence après, bah, il viendra. C'est ça. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tous fait des stages à l'agence. Ils ont tous fait des stages. Ils ont tous côtoyé notre métier. Ils sont tous allés sur le terrain avec nous. Voilà. Donc, ça nous permet aussi cette fluidité dans la communication. Parce qu'après, de quoi tu parles avec tes enfants? C'est ça, oui. S'ils ne connaissent pas ton quotidien. Ils se disent, mais je ne vois pas maman tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc, Ouais. il faut parler avec les enfants. C'est important. Très, très important, la communication. Oui. Avant-dernière question, on a parlé de parcours, de vision, d'ambition, de famille, de couple, et puis de futur un peu incertain avec l'intelligence artificielle. Oui. Quand tu regardes tout ce que tu as vécu avec AOS Africa, toi en tant que passionné de marketing, de communication, est-ce que de là où tu viens, est-ce que tu as vu
avec une vision occidentale des choses aussi, de ce métier et de ce secteur. Est-ce que tu penses que maintenant, l'Afrique a réussi à raconter sa propre histoire? Je dirais oui et non. Pourquoi oui d'abord? Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à New York, Oui. tu vas croiser des gens qui ont été impactés par l'Afrique sans y avoir jamais mis les pieds. Oui. Leur maison est décorée à l'africaine. Ils aiment la nourriture africaine. Ils aiment notre mode, notre Nos style, danses, nos style. danses. Dans ce sens-là, oui. Non, parce que pour moi, l'Afrique est la plus grande puissance sur cette planète. Merci beaucoup. Oui, nous sommes 100%. une puissance économique, nous Oui. sommes une puissance intellectuelle. Oui. Et ça, il faut que le monde le sache. Oui. Et c'est à nous de l'affirmer, c'est à nous de le porter. Il ne faut pas que les gens viennent juste prendre Oui. le cosmétique et rester en surface. Et Il faut raconter notre histoire à rentrer. notre place, non? Bien sûr, l'Afrique est la source de tellement de choses. L'urbanisme, l'énergie et même la protection de l'environnement. Nous sommes pionniers dans tant de choses, mais nous avons prêté notre histoire. Il faut que nous la réapproprions et que nous sachions la raconter comme nous voulons. Et aujourd'hui, nous, à AOS, et même moi personnellement, Christian personnellement, nous sommes engagés dans ce narratif, de raconter cette histoire, de révéler ce continent. Je suis tellement contente quand je vais dans des endroits au bout du monde et je vois ma culture et je vois les gens s'extasier sur ce qu'on fait. J'ai croisé des gens qui m'ont dit « Oh là là, mais je ne suis jamais venue dans un pays, mais je rêve d'y aller. » Et quand je demande c'est quel pays, qu'on me répond la Côte d'Ivoire. Le Bénin, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Togo. Oui. Là, je viens de te donner toutes mes nationalités. Oui. Je suis tellement fière. Je dis, waouh, ton pays de rêve, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est extraordinaire. Mais il faut qu'on aille plus loin. On aille dans le fond. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à même influencer les puissances. Parce qu'il y a des gens qui se croient puissants, il y a des nations qui se disent les plus puissantes du monde. C'est quoi la vraie puissance? C'est les où la vraie puissance? Une vraie question. Si tu avais un message à adresser à tous ces jeunes Africains, Africaines qui nous regardent en ce moment, oui. Et qui veulent vraiment changer le continent, parce que c'est sur eux que nous on compte pour le futur. Dans les 20 prochaines années, c'est eux qui seront en train de diriger. Effectivement. Et aujourd'hui, ils regardent ce podcast. S'ils doivent retenir quelque chose qui va leur permettre de changer ce continent et d'en faire une puissance réelle sur tous les plans en termes de domination, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je veux dire deux choses. Devenez pointu. Devenez excellent dans l'expertise de votre domaine. Et prenez le pouvoir. La première place, elle est disponible. La première place est toujours disponible. Oui. Ben oui. Elle est occupée par quelqu'un qu'il faut enlever. On peut toujours le bousculer. Ah ben allez-y. Faut pas avoir peur. Faut pas dire, ah, c'est déjà conquis. Oh, c'est un terrain qui est déjà occupé. Non, c'est là même que ça devient intéressant. Quand c'est trop facile, c'est pas bon. C'est pas chic. Il faut aller dans le combat. Il faut aller dans la conquête, la recherche. L'homme a marché sur la Lune. Eh bien, vous avez la capacité de marcher sur Saturne. Why not? Le rêve ne peut pas être limité. Sinon, ce n'est plus un rêve. Ouais. C'est ce que je leur dirais. Il faut y aller. C'est une très belle conclusion. Le rêve ne peut pas être limité, car ce n'est plus un rêve. Et votre imagination ne peut pas être limitée. Sinon, vous ne pouvez pas, on ne peut pas créer tout ce qu'on voit. Ça a été créé par l'imagination. Oui. Tout ce qu'on voit, ce décor, les maisons dans lesquelles nous sommes, les avions, les trains, c'est sorti de là, de l'imagination, et elle n'est pas limitée. Donc, ne vous limitez pas. Ça peut paraître difficile, mais quand vous y croyez, quand vous y mettez du cœur et que vous passez à l'action, parce que c'est vrai d'imaginer, mais il faut passer à l'action, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, tout
est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. La femme spirituelle vient de parler, la femme religieuse vient de parler. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. Merci, Edith. C'était très puissant. Moi, je buvais tes paroles et surtout revenir au Canada avec toi, même si je n'ai pas été avec toi, avec Christian, vivre ces moments, tes débuts dans la communication en Côte d'Ivoire, avec ces légendes que tu as citées, et ta vision de la communication politique et tous les femmes et les hommes que tu accompagnes. Franchement, c'était très, très inspirant. Merci. Et c'est important de pouvoir, en tant que devancière, transmettre donc à des personnes comme moi, des jeunes, et aussi à des personnes de la même génération que toi, de voir d'où tu viens, ce que tu partages comme valeur, et de laisser un héritage pour la postérité. En tout cas, j'étais très heureuse. Merci pour l'honneur. L'honneur est tout à fait le mien. Et merci pour ce magnifique rose que tu m'as apporté. Tu m'as apporté du punch. Ça fait plaisir. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Comment dirais-je, le coton de Mauritanie. Ah oui, et c'est ça, valoriser nos matières locales, Totalement. notre savoir-faire local. Toujours. Tout ça part de notre puissance. Oui. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, toujours chez moi, ici, dans ce studio, Abidjan Podcast Studio. Je suis très, très contente de pouvoir à chaque fois partager ces moments avec vous et en vous amenant des invités de qualité qui ont des choses à dire. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode, un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés et n'oubliez surtout pas de partager cet épisode autour de vous. Transmettez la bonne parole. Je vous dis ciao, ciao.